Bonjour à tous et bienvenue pour votre podcast Hors-Jeu Capital, votre podcast 100% pêché pour débriefer toute l'actualité du club de la capitale. Et on va revenir évidemment sur la victoire hier du Paris Saint-Germain au Parc 5-1 face à Lorient pour la 30e journée de Ligue 1. On va parler évidemment de Kylian Mbappé, des 3 de devant, des sifflets sur Sergio Ramos, bref, toutes les thématiques qui ont été abordées plus ou moins hier déjà sur Twitter. Évidemment, on va reprendre tout ça dans l'ordre et pour parler de tous ces sujets pour m'accompagner aujourd'hui pour ce 171e numéro. Tout d'abord, Mousse, qui est avec nous, qui ne travaille pas en ce lundi, et donc il peut être avec nous sur le podcast. Comment ça va, Mousse ? Salut Hugo et salut Yass et Nico. Bah écoute, ça va, ouais, je suis un peu malade, une petite gastro qui traîne, un petit virus qui traîne en ce moment, donc voilà, mon fils m'a gentiment refilé ça. Et bah ça me permet d'être présent avec vous. Alors, je sais pas combien de temps je vais tenir, mais pour l'instant ça va. La transmission, c'est important entre père et fils. Hein. Ouais, j'aurais préféré d'autres genres de transmission, mais bon, on prend quand même. Bon, eh ben en tout cas, ça nous fait plaisir que tu sois avec nous. Là, je sais que vous réclamez souvent le quatuor, etc., les habitués du podcast avec nous. Eh ben, ils sont là aujourd'hui. Yacine Hannen également, qui est avec nous de la Dream Team du podcast. Ça va, Yass ? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Bon, tu étais au parc hier pour ce beau match. T'as pris du plaisir, je pense, hier sur le match. À part les 15 minutes de flottement en début de deuxième, sinon c'était un beau match quand même. Ouais, c'était. On a eu pire cette saison. Voilà. On en reparlera, mais. Okay. Bon, c'est le premier commentaire de Yacine Hannen sur le match d'hier. Et enfin, pour terminer là-bas, Nicolas Puravo. Comment ça va, Nico ? Salut Hugo, salut tout le monde. Ça va, merci. Parce que, pareil, je me rappelle d'un précédent podcast, tu avais dit les matchs maintenant du Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison, je les regarderai d'un œil parce qu'il n'y a plus rien à jouer, il n'y a plus qu'un match par semaine, c'est des matchs moisis. Est-ce que tu as pris du plaisir, toi aussi, enfin, un peu comme Yacine, sur ce match d'hier ? Non, aucun. Aucun ? Non, ça m'a fait chier. Je te l'ai dit, je vous avais prévenu, hein, moi je vais, jusqu'à la fin de la saison, je vais être très très compliqué à satisfaire sur les matchs. Non, je me suis pas, à part les exploits d'Mbappé qui m'ont un peu fait vibrer, mais sinon non, c'est un match qui m'a profondément ennuyé, comme tous les autres depuis Madrid. Ok, bah ça démarre bien ce podcast, on va s'habituer les amis aujourd'hui. Donc on va parler quand même de cette belle victoire du Paris Saint-Germain 5-1 face à l'ogre lorientais. Doublé de Mbappé, doublé de Neymar, un but de Messi, les 3 marqués. Petite stat, c'est direct pour commencer, sur les 3 compères de devant. Donc les 3, Mbappé, Messi, Neymar, ont marqué chacun au moins un but lors d'une même rencontre avec Paris pour la première fois cette saison, en 15 rencontres jouées ensemble. Donc voilà, une première pour les 3 attaquants. Et au classement, le Paris Saint-Germain est leader avec 68 points. Toujours 12 points d'avance sur les Marseillais qui ont 56 points. Rennes, 3e avec 53. Et Strasbourg et Nice, 51 points qui ferment la marche pour les places qualificatives en Europe. Yacine, je vais commencer avec toi qui étais au stade. Je le disais, une bonne première période sérieuse des Parisiens. Il y avait 2-0 à la mi-temps, avec un Kylian Mbappé très en jambes. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans son ensemble. Et puis 15 minutes de flottement en deuxième, avec le but de Terem Moffi, l'erreur d'Hakimi à la passe, puis de Marquinhos un peu qui laisse passer le ballon. Et les orientés se sont réveillés un petit peu, et puis ensuite les Parisiens sont réveillés, ont remis le bleu de chauffe. Ils ont été cliniques et ils ont marqué 3 nouveaux buts, ce qui a permis de ne pas trop douter, on va dire. Ouais, face à un très très gros Lorient, hein, énorme d'intensité, d'abnégation. Non mais c'était un bon match de, je sais pas, vétéran EHPAD, peut-être entre les deux, le rythme. D'ailleurs, Paredes s'est régalé parce que c'était son rythme. Ouais, c'est blessé alors. Ouais, mais pendant les 40 minutes, il s'est régalé quand même. Il a pu faire une passe. Non mais en fait, pour résumer ce qu'était le match, regardez bien la passe de Paredes sur le premier but. Je crois que c'est le premier but. Ouais. Encore une fois, c'est une belle passe, tout ça. Mais regardez le positionnement de Lorient. Regardez l'intensité de la passe pour comprendre qu'en face, il n'y avait rien du tout. Donc voilà. Après, c'est bien, il y a quand même quelques petits progrès parce qu'on a vu Mbappé, Messi, Neymar combinés. Donc c'est bien parce que pour la Ligue des Champions, non, on est déjà au mois d'avril, donc en fait non, c'est trop tard. Il est très sarcastique aujourd'hui, Yass. Non, mais parce que en fait ça me fait rigoler parce qu'hier j'ai reçu plein de messages en me disant finalement aujourd'hui c'était pas mal et tout, mais en fait c'était pas mal. Il y a eu des fulgurances comme d'habitude, mais faut toujours tenir compte quand même de l'adversaire. On est en train de parler de Lorient, c'est un peu comme Bordeaux. S'ils sont au fond du trou, ils avancent pas, ils prennent pas de points. Enfin c'est compliqué pour eux. Hier, ils sont venus, je sais même pas ce qu'ils sont venus faire.
Mais effectivement, il y a quand même ce petit quart d'heure de flottement début de deuxième où même Pélissier te dit, quand on marque, on sent de la fébrilité en face. C'est extraordinaire quand même. Ouais. Voilà. Écoute, il y a pas grand-chose à dire si ce n'est que enfin il y a eu des buts, c'est déjà pas mal parce que cette année on n'a quand même pas été gâtés non plus sur beaucoup de matchs. Effectivement. Et que au moins c'est triste ce que je vais dire, mais au moins ils n'ont pas complètement craqué à 2-1. Voilà. Ok, bon, ça démarre bien ce podcast, ce débrief. Franchement, franchement, je fais pas. Je suis pas en train de faire semblant pour dire ouais, même à 5-1, on n'est pas content. Franchement, regardez le match et vous allez voir le rythme du match et tout. Voilà, il y a des choses bien, mais le rythme, il est obligé d'en tenir compte. Mousse, alors je vais te poser une question, peut-être toi tu seras un peu plus optimiste, mais après je vous demande votre avis et je veux la sincérité, donc je veux entendre ces réponses si c'est ce que vous pensez. Mousse, je vais te poser la question, est-ce que c'est par ce genre de prestation, peut-être ça va faire bondir Nico et Yacine, que les joueurs se feront pardonner des supporters? Je sais pas si vous voulez où je veux en venir, mais par marquer beaucoup de buts au parc, respecter le jeu, respecter l'adversaire et ne pas s'arrêter de jouer une fois que tu as mis 2 buts et devenir fébrile, comme il y a eu un peu en début de deuxième. Et voilà, au moins se respecter, comme l'a dit Mbappé, on reparlera de sa déclaration tout à l'heure, mais se respecter eux-mêmes et jouer à fond pendant 90 minutes, peu importe l'adversaire. Non, en fait, je crois que c'est le contraire. C'est-à-dire que je pense que les supporters, ils peuvent pas pardonner sur une rencontre face à Lorient, et Yacine a tout expliqué, il a tout à fait raison. Un début de comment je vais dire, je cherche le mot. Réconciliation. Un début de pardon, hein, j'ai pas dit que c'était pardonné après un match. Oui, un début de réconciliation entre les supporters et ouais. Mais je trouve que non, en fait. Moi, je trouve que, en fait, ça accentue encore plus la colère des supporters. Enfin, moi, c'est mon ressenti, parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti hier. Alors, moi, je suis d'accord avec Yacine, c'était pas un grand match. Mais en fait, c'est un match qui laisse des regrets sur tous les autres matchs bidons qu'on a eu avant. Parce que, en fait, hier, Paris n'a pas réellement élevé son niveau de jeu. N'a pas fait un match extraordinaire, mais ils ont été plutôt sérieux et ils ont fait le job. Ils ont mis 5 buts, ils en ont encaissé un. On aurait peut-être pu avoir un clean sheet. Malheureusement, il y a encore cette faute de concentration. Et là, je vais pas mettre que Marquinhos dans l'eau, parce qu'évidemment, il y a aussi la passe d'Hakimi qui est limite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si en Ligue 1, depuis le début de saison, ils avaient au moins fait au minimum ce genre de prestation, tu vois, tranquille, mais en mettant des buts et un peu de spectacle et un peu de mouvement, un peu de complicité, notamment avec le trio d'attaque. Peut-être que cette saison, elle serait peut-être passée un peu mieux, parce qu'on aurait vu un peu de football dans les 90 minutes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, on a vu un peu de foot hier pendant 90 minutes. Effectivement, Lorient, le PSG était plutôt tranquille face à un adversaire qui était pas venu mettre le bus. J'avais pas l'impression qu'ils étaient venus pour ça, parce que d'ailleurs on l'a vu, ils en ont pris 5. C'était assez faible, évidemment, défensivement et même partout sur n'importe quel secteur de jeu, même s'ils ont eu quelques petites contre-attaques, mais qui n'ont pas mené à grand chose. Mais voilà, moi, ça me laisse du regret, parce que je me dis, voilà, si Paris avait fait quelques efforts depuis le début de saison, tu vois, tu gagnes sans faire des grands matchs, mais au moins tu laisses pas l'adversaire respirer. Et notamment à 2-1, on s'est tous dit, bon, à 2-1, connaissant le caractère fébrile des Parisiens, ça peut rechuter. Ils ont tout de suite réagi et ils ont mis le 3e but, et ça n'a laissé aucune chance à Lorient. Donc je pense pas que c'est sur ce type de match qu'il y aura de réconciliation. On va voir le match face à Marseille. Moi, je pense que ça peut être là la bascule. Si pendant 90 minutes face à Marseille, tu leur marches dessus et que tu gagnes avec pas forcément un score fleuve, mais voilà, tu les as pas laissés respirer, tu as eu 80% de possession. Là, je pense qu'à la rigueur, il y aura peut-être un début de réconciliation. Donc moi, j'attends plus le match contre Marseille. Ok. Nico, t'as vu le match quand même, rassure-moi. Ouais, bien sûr. Ça va. Quoi, ton ressentiment? Alors déjà, ton ressentiment par rapport à Lorient, c'est que ça doit être ton Dijon, quand tu dis Dijon, etc., qui est un peu nul l'année dernière, les autres années. Tu évoquais toujours Dijon pour les équipes un peu compliquées du championnat. Est-ce que Dijon, déjà, c'est ton Lorient? Non, mais là, c'était encore pire. Je crois que Yacine, il le dit, mais il le dit pas assez, je trouve. L'équipe de Lorient hier, mais j'ai pas vu plus faible au parc cette année déjà. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà se calmer sur les 5 buts marqués. Il n'y a rien en face. Il n'y a pas de pressing, il n'y a pas d'agressivité. Ils vont pas au duel.
il pousse pas une attaque, il frappe pas. C'est une équipe qui, je sais pas ce qu'ils sont venus faire. Et Pélissier, son interview d'après-match, il est fascinant parce que lui, il est sur une autre. Enfin, c'est l'adjoint de Pochettino l'an prochain. Il faut qu'ils aillent travailler ensemble les deux. Ils voient pas le même foot que nous, je vous l'annonce. Hein. Donc non, ce match-là, déjà, parlons de l'adversaire. Il y en a pas, il y a rien. Et puis moi, Mou, je te trouve pareil, super conciliant parce que s'il n'y a pas le but de Lorient à la 60e, on est parti sur une deuxième mi-temps où il se passe rien. On est sur des bases du premier quart d'heure où il n'y a plus un mec qui court. On fait mumuse avec la balle dans le camp. Il n'y a plus une seule passe vers l'avant. Enfin, c'est la deuxième mi-temps jusqu'au but de Lorient. On est vraiment sur un registre. On est encore sur du grand PSG qui s'arrête de jouer, la classique. Et effectivement, à 2-1, ils se disent bon, on va peut-être pas trop faire les cons parce que si Lorient égalise, il se peut qu'on se fasse un petit peu rentrer dedans par le public. Donc, ils ont réaccéléré. Mais ils n'ont même pas réaccéléré collectivement. C'est juste les fulgurances de Mbappé, Neymar qui a réussi 2 dribbles en 2022, ça y est, on les a vus hier, c'était super pour lui. Mais toi, c'est même pas un rouleau compresseur du PSG hier, c'est un tout petit PSG qui se repose sur des exploits individuels depuis 1 an et ça a continué hier. Et tout ça, effectivement, quand en face t'as rien, bah t'es capable de marquer 5 buts, mais effectivement, enfin on est loin du début de la réconciliation. Enfin, me concernant, il va falloir plus que ça, hein, je vous l'annonce. En tout cas, c'est une question hein, comme une autre, hein, évidemment, pour elle est bonne, la question. Attention, c'est une très bonne question. Mais faut pas se tromper sur la réponse, par contre. Mousse, tu veux répondre à Nico? Ouais, juste pour répondre à Nico. Moi, j'ai tout au long de mon argumentaire, j'ai répété que c'était pas du tout un grand match du PSG. Et évidemment, tu peux t'appuyer un petit peu sur la première et en deuxième, je l'ai dit. Tout ce que tu dis, je le dis et je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai pas été du tout conciliant, tout simplement. Ce qu'on a vu hier, c'était peut-être un petit peu mieux, même si l'adversaire il est nul. Ça, c'est pas la faute du PSG si l'adversaire est nul. Ça, c'est la faute de Pélissier et de son 11. Pour le reste, on est d'accord, Nico. Moi, j'ai bien précisé qu'ils n'ont pas du tout fait un grand match et que c'était pas non plus flamboyant. Simplement, voilà, on a vu un peu de football dans les 90 minutes, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Voilà, c'est juste ce que je dis. Lorient quand même a tiré 11 fois hier, hein. Ça peut paraître étonnant, mais ils ont Paris a tiré 15 fois, Lorient 11 fois, 4 tirs cadrés. Bon, ils ont eu 33% de possession de balle et 67% pour le PSG, mais ils ont quand même tiré les zones de Christophe Pélissier. Il faudra regarder où les frappes, mais... Moi, je me rappelle des frappes, c'était pas là, c'était des frappes sans puissance, qui tirent sur Donnarumma. Voilà, je pense pas qu'il y ait eu un sauvetage de Donnarumma, j'ai pas le souvenir en tout cas. Non, il y a eu un sauvetage de Marquinhos, par contre, ça c'est sûr. Oui. Énorme tacle sur Enzo Lefebvre parce que là, c'était chaud, c'était à 2-1 en plus. Hein. Donc c'était pas loin du but de l'équipe. 3-1, je crois. À 3-1, c'est sûr? Ouais, je crois. C'est juste avant sa sortie. D'accord, bon, mais un coup pas. Mais c'était chaud quand même dans la surface et ça a été repoussé 2-3 fois avant que Marquinhos n'intervienne admirablement. Après avoir fait ce petit débrief, on va dire un peu général, parlons quand même d'un joueur parce que j'ai bien compris à travers vos propos, s'il y en a bien un on n'a rien à reprocher et que c'est grâce à lui que Paris nous donnera envie de regarder ses matchs jusqu'à la fin de saison, c'est bien Kylian Mbappé. Que ce soit avec le PSG, donc avec les Bleus, il est inarrêtable en ce moment. Hier, 2 buts, 3 passes décisives. Il est désormais impliqué dans 52% des buts du PSG cette saison. Je ne sais pas si on se rend compte quand même, dans une équipe comme le PSG. Plus de la moitié. En tout, ça fait 29 buts et 17 passes décisives. Bon, pas encore le meilleur buteur de Ligue 1. C'était toute compétition confondue, évidemment, je vous ai dit. Toujours une longueur de Ben Yedder qui a 18 buts au classement des meilleurs buteurs de championnat. Et surtout, il est à 160 buts maintenant dans son histoire avec le PSG. Plus qu'à 40 unités de Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du club. On parlera de son avenir après. Mais déjà, sur son match, Yacine, c'est vrai que la Kylian Mbappé, en ce moment, dès qu'il touche un ballon, il se passe quelque chose. Je vais chercher... ah oui, voilà. Parce que j'avais noté un peu les qualités que j'ai vues, qu'on voit tous en ce moment de Mbappé. Altruisme, justesse, explosivité, lucidité et reprise d'appui excellente. Est-ce que tu es d'accord avec ces qualités, ces adjectifs? Oui, d'ailleurs, sur le but de Messi, quand il réussit son dribble un peu, je me suis dit, le ballon, il va sortir. Il a réussi à la rattraper, à éviter la sortie, à être assez lucide pour lever après la tête et trouver Messi parfaitement. Moi, je pense que de toute façon, je vais répéter ce que j'ai dit depuis plusieurs semaines. Il a franchi un cap dans sa tête, pas dans son jeu, dans sa tête. Désormais, il fait ce qu'il sait faire. Il respecte le jeu. Je pense que lui a pas envie d'être ridicule, a pas envie de se faire siffler ou insulter gratuitement. Donc,
bah, il fait ce qu'il faut. Et hier, il a fait ce qu'il fallait. Voilà, même si tout n'est pas parfait, même si lui aussi, dans le quart d'heure de deuxième période, on le voit pas beaucoup. Mais la réaction, elle passe par lui. Voilà, c'est ce qu'il fait depuis des semaines. Et je répète, et ça fera plaisir à certains qui pensaient que je l'aimais pas, que évidemment, quand il est comme ça, mais j'ai rien à dire. Voilà, juste bravo. Bravo, merci. Parce qu'encore une fois, quand tu respectes le jeu, quand tu joues avec tes qualités, quand tu respectes tes qualités et que tu veux pas te prendre pour un autre ou montrer que tu sais faire ce que les autres font, bah, ça donne ce que ça donne. Voilà. On aimerait bien qu'il y en ait d'autres qui s'inspirent de au moins son état d'esprit déjà, parce que son jeu, ça va être compliqué, parce que franchement, il va vraiment trop vite avec le ballon. Mais au moins de son état d'esprit, quoi. Et juste petite question, Yacine, avant d'aller sur Nico. Toi qui étais au stade, il y avait beaucoup d'enfants, etc. au stade. Il y avait, enfin, voilà, le parc était pas plein, mais il y avait quand même du monde. On est d'accord, même si nous, on est un travail journalistique dessus, on est dans l'analyse, mais c'est pour ce genre de joueurs et ce genre de prestations qu'on va au parc voir le Paris Saint-Germain, même au stade, voilà, pour emmener les enfants, c'est pour ce genre de prestations et de qualité de match où vraiment il avait la palette complète hier. Tu disais, il est trop rapide. Sur les 2-3, je crois, premières prises de balle, il dribble deux joueurs de l'orienté, ça va trop vite, le crochet. T'es d'accord? Oui, parce qu'il y a l'efficacité aussi. C'est pas juste pour amuser le public. Et il y a l'efficacité. Hein. 2 ou 3 passes décisives, c'est vrai que c'est là, on peut pas faire beaucoup mieux. Ouais, mais même dans ses prises de balles, voilà, moi j'ai longtemps dit que fallait qu'il arrête de prendre le ballon arrêté. Je pense que c'est une des choses qui fait le moins aujourd'hui. Il prend plus le ballon arrêté. Il prend le ballon toujours en mouvement. Il donne, il bouge, il donne, il bouge. Et ça change tout. Voilà. Et effectivement, c'est aussi ce qu'on vient voir. Moi, les joueurs qui ont des qualités mais qui respectent rien, ça m'intéresse pas. Et là, il respecte le jeu, il respecte ses qualités. Voilà, bravo. Nico, Kylian Mbappé est maintenant impliqué, il a 23 ans, je rappelle, dans 312 buts depuis le début de sa carrière pro. Il est à 212 buts et 100 passes décisives. Est-ce que pour toi, ça valide le fait qu'en ce moment, c'est le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé? Ouais, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas de concurrence sur ce titre honorifique. Après, moi, ce que j'attends sur les qualités intrinsèques, oui, ce qui monte sur le terrain, c'est sûr que c'est exceptionnel. Maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est de porter une équipe. Voilà. Mais malheureusement, Mbappé, il a été lui aussi à Madrid, même s'il a été meilleur que les autres. On a vu que c'était pas suffisant encore, donc c'est ce qui fait depuis, Yacine dit depuis des semaines, on peut même dire depuis des mois, j'ai l'impression, depuis octobre quasiment, maintenant il est vraiment au-dessus de tout le monde. C'est assez exceptionnel et j'ai envie de dire heureusement qu'il est là pour le PSG, parce que ça ne va pas avoir permis de sauver la saison, puisque le titre ne sauvera rien du tout, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, heureusement qu'il est là pour donner un peu de frisson et de vie à cette équipe. Parce que je me demande vraiment ce qu'aurait été le PSG cette saison avec un Kylian Mbappé par exemple blessé au mois de novembre là, qui manquait 6 mois. Je ne sais pas ce que le PSG aurait fait cette saison. Franchement, je ne sais pas si on mesure l'impact qu'il a aujourd'hui. Mousse, justement, Nico commençait à en parler sur le fait que voilà, ça ne changerait, enfin, même si Paris remporte son 10e titre de cette année, ça ne changerait sûrement rien à l'élimination en Ligue des Champions. Il a réagi justement au micro de Prime Video hier sur la victoire. Kylian Mbappé sur un peu les semaines difficiles qui viennent de passer après l'élimination contre le Real, le match contre Bordeaux où à part Mbappé tous les joueurs étaient pratiquement sifflés. Ensuite il y a la lourde défaite contre Monaco 3-0. Il y a eu ce passage en sélection qui a dû changer en tout cas un peu de décor à l'environnement des joueurs parisiens. Et il a répondu donc au micro en disant bien finir, se respecter nous-mêmes, c'est important, il faut le faire pour nos supporters, pour nos familles, pour le club. On a l'occasion de faire l'histoire avec ces 10 titres de champion. Ce n'est pas tous les jours pour un club jeune comme le Paris Saint-Germain, même si c'est déjà un grand club. On va continuer notre marche en avant, continuer à s'appuyer sur ce match d'aujourd'hui et surtout ne pas repartir de travers. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Kylian Mbappé? Et aussi, tu peux évidemment revenir sur son match. Bon, qui ne serait pas d'accord? Évidemment qu'il faut bien finir cette saison pour atteindre ce 10e titre, même si je sais par avance, que ce titre il va être fêté moyennement parce que on va plus se souvenir de la mauvaise, entre guillemets, la mauvaise saison du PSG, parce que ils vont finir champions, ils vont atteindre le 10e titre, mais footballistiquement parlant, c'était pas terrible. Il y a l'élimination face au Real, évidemment. Il y a eu beaucoup de défaites cette saison en Ligue 1 aussi.
Mbappé, c'est un compétiteur. Hein. Yacine l'a dit. Lui, ce qu'il veut, il veut gagner. Il veut engranger des titres. Il veut aussi atteindre des records. Voilà, c'est quelqu'un de très ambitieux. Sur le terrain et en dehors, sur sa communication aussi, il est très intelligent. On reparlera de ses déclarations tout à l'heure. Je vais pas devancer le débat. Je te laisse terminer là-dessus. Je te relancerai justement sur la déclaration juste après parce qu'il a parlé de son avenir. Et sur le terrain, évidemment, c'est lui qui porte l'équipe offensivement. Quand tu as des joueurs comme Neymar et Messi en début de saison, tu te dis ces deux joueurs, ils vont faire briller Mbappé. Mais là, tu te rends compte qu'en fait, c'est Mbappé qui fait briller Neymar et Messi. Je dis pas qu'il sauve un peu la face parce que je pense que les supporters l'ont encore en travers la gorge, les attitudes de Neymar et Messi depuis le début de saison. Mais voilà, hier, il offre une petite ovation à Neymar, une petite ovation à Messi, et je pense que ça a dû leur faire du bien. Ils étaient partis avec leur équipe respective nationale, donc ils ont soufflé un peu. Tu reviens, il y a une large victoire. C'était une ambiance bizarre hier au parc, mais encore une fois, voilà, Neymar il a été applaudi sur les débuts, Messi aussi, et c'est aussi grâce à Mbappé. Donc, écoute, moi j'attends la fin de saison. On reparlera tout à l'heure, mais sur la décision de prolonger ou pas, mais voilà, quand tu vois un joueur comme ça qui porte l'équipe et tout, évidemment t'as pas envie qu'il parte et t'as envie que les dirigeants fassent tout pour qu'il reste, et surtout voilà, le prochain mercato, il va falloir prendre des bonnes décisions parce qu'encore une fois, voilà, je pense que la décision n'est pas encore prise. Il l'a dit hier, on en reparlera, mais voilà, c'est un joueur exceptionnel à 23 ans, ce qu'il fait dans un club qui est difficile, avec un public qui est difficile. Donc écoute, bravo, chapeau à Mbappé. Justement, j'ai une petite question, juste Yacine, avant de parler de l'avenir d'Mbappé. Mousse en parlait. Comment était l'ambiance hier au parc? Justement, on parlera après des sifflets sur Ramos, du communiqué du CUP, etc. Mais déjà sur l'ambiance générale, Yacine, comment tu l'as trouvé? Franchement, c'était très spécial parce qu'en fait, au début déjà, c'était le silence, vu que le CUP avait décidé de pas chanter. Donc c'était très calme. C'était de temps en temps des frissons, enfin des petits bruits. Voilà, sur les buts, évidemment, bon, là, par contre, il y avait, voilà, on va pas se mentir, c'était pas le silence, hein, les gens étaient contents. Mais entre les buts, c'est vrai qu'il y avait des moments très calmes. On n'était pas loin du retour au moment du plan Le Prou, quand il y avait que des gens qui allaient au théâtre. On n'en était pas loin. Mais voilà, et sur la fin, en fait, tu sentais que, ouais, il y avait le 5-1. Est-ce que les gens avaient besoin aussi d'être contents? Franchement, je sais pas. Mais franchement, l'ambiance, elle était vraiment bizarre. Et même les sifflets, on va en reparler après, mais même les sifflets étaient bizarres et je vais expliquer après pourquoi. On reviendra dessus tout à l'heure, mais déjà, je voulais avoir ton sentiment sur l'ambiance générale au parc hier. Venons-en-y à son avenir évoqué. Kylian Mbappé, donc, en fin de contrat avec le club parisien à l'issue de la saison, a soufflé que de nouveaux éléments pourraient influer sur sa décision finale. Alors, la question de base était sur le record de buts du PSG, avec le PSG d'Edinson Cavani, plus de 40 buts. Donc, Kylian Mbappé répond, c'est la question de Thibault Laurent, il lui dit, plus de 40 buts avant la fin de saison, ça devrait être jouable, vu que vous en marquez 3 par match. Et Kylian Mbappé répond, je suis ambitieux, mais quand même, je ne battrai pas Cavani avant la fin de saison. Et Ludovic Giuli, consultant, l'a relancé en disant, peut-être l'année prochaine, genre, vous pourrez battre le record de Cavani, est-ce que tu as fait ton choix? Et Kylian Mbappé répond, non, je n'ai pas fait mon choix, je n'ai pas pris ma décision, il y a des nouveaux éléments, je n'ai pas envie de me tromper. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je l'aurais dit, je l'aurais assumé, j'ai toujours assumé, je n'ai pas à me cacher, je veux juste prendre la meilleure décision possible. Mousse, il y a quand même, c'est pour ça que je voulais venir te voir, peut-être que je ne sais pas si tu entends quelques bruits ou autre, mais sa phrase, il y a des nouveaux éléments, je n'ai pas envie de me tromper, alors qu'après l'élimination contre le Real, on était persuadé que c'était sûr qu'il partirait à 100%, laisse quand même quelques doutes sur sa décision finale. Oui, juste après le Real, on s'est tous dit, bon, je pense que c'est fini, c'est mort, il va partir parce que c'est pas possible d'évoluer dans une équipe de losers entre guillemets. Et finalement, hier, après le discours qui tient, tu te dis, il y a peut-être un espoir. Les nouveaux éléments, quels sont-ils? Évidemment, je pense que peu de gens ont les informations, à part lui et son entourage, mais j'imagine que on sait que ça discute toujours entre la direction du Paris Saint-Germain et le clan Mbappé. J'imagine qu'il a sans doute de plus en plus de garanties
quant au fonctionnement du club et notamment à la direction sportive. C'est peut-être qu'on lui a garanti qu'il y aurait beaucoup de changements à tous les étages et notamment au poste de directeur sportif. On sait qu'il y a eu beaucoup de mésententes entre le Leonardo et le clan Mbappé. Faut savoir aussi que Mbappé, il s'entendait très bien avec le prédécesseur de Leonardo, Antero Henrique. Il avait même mis un message lorsque celui-ci avait quitté le club. Il avait mis un tweet pour le remercier. Et on sait encore une fois que c'était très difficile de négocier avec Leonardo. Et d'ailleurs, à un moment, Leonardo n'a plus fait partie des négociations et ça s'est joué directement avec Nasser El Khelaifi. Donc moi, je pense qu'il est ambitieux. Même ça peut paraître anecdotique ou anodin le fait de vouloir dépasser Cavani, mais moi je suis sûr que dans son esprit c'est quelque chose d'important. Il a toujours dit que lui il voulait être le meilleur et le numéro 1 partout là où il passait. Et je pense que déjà 200 buts c'est très très dur à atteindre. S'il prolonge, il arrive à les atteindre. Il sait que il est tranquille pendant les 30 prochaines années en termes de record de buts. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont faire qu'il peut prolonger. Maintenant, voilà, il y a aussi le Real. Ils vont sans doute aussi changer d'entraîneur, le Real. Je pense qu'Ancelotti ne sera pas le Real. Il faudra voir aussi les ambitions du Real en termes de mercato. Mais il va falloir que Paris soit beaucoup plus ambitieux que le Real pour garder Mbappé. Et c'est pas une question d'argent, parce que je pense qu'en termes de salaire, il touchera sensiblement la même chose dans les deux clubs, même si Paris peut mettre toujours plus que Madrid, ça c'est sûr. Mais moi, je pense encore une fois que tout est focalisé sur le projet sportif. Et que peut-être il a eu quelques éléments de la part du Paris Saint-Germain pour le faire douter. En tout cas, il n'a pas encore pris sa décision. Et moi, je pense qu'il est sincère quand il le dit. Nico, je me rappelle, on avait fait le débrief après le match contre l'élimination contre le Real. Je me souviens, on avait dit un peu ce que j'ai dit à Mousse. C'était sûr, avec ce genre de prestations, etc., collectif défaillant, que Mbappé ne resterait pas et qu'il allait répondre aux sirènes du Real Madrid. Cette phrase qu'il a sortie, elle n'est pas anodine. Surtout qu'en plus... on parle de Mauricio Pochettino peut-être pour remplacer Carlo Ancelotti au Real Madrid. Je ne sais pas si, voilà, enfin, c'est un jeu de chaise musicale comme d'habitude. Mais est-ce que tout ça joue évidemment, Nico, aussi sur la réflexion d'Mbappé pour la saison prochaine? Écoute, les plus optimistes comme Mousse pensent qu'il est en train de réfléchir et que tout est encore possible. Et puis il y a les autres qui pensent qu'il attend juste le bon moment pour annoncer son départ parce qu'il n'a pas envie de se faire 2 mois de sifflet au parc, tout simplement. Je pense que tant que le titre de Ligue 1 ne sera pas officialisé, de toute façon, il n'annoncera rien, déjà, dans un premier temps. Et puis ensuite, il n'a pas intérêt, de toute façon, aujourd'hui, à donner sa réponse. Il est en position de force, de toute manière. S'il devait parler aujourd'hui, ce serait pour annoncer qu'il reste. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Le fait qu'il ne parle pas, moi, je pense que c'est justement plutôt inquiétant pour ceux qui pensent qu'il peut prolonger. Et puis Mousse nous parle, il va falloir le convaincre avec un projet sportif, avec des arguments autres que l'argent. Bah, le problème du PSG, c'est qu'il n'y a que cet argument-là aujourd'hui pour le laisser rester. À part l'argent, qu'est-ce que tu peux mettre aujourd'hui en avant par rapport au Real à part l'argent? Le projet sportif, ça fait 10 ans que tu es un club qui se prend des raclées en Europe, dont 5 ans avec des humiliations régulières. Le vestiaire, c'est un bordel sans nom. La direction, le directeur sportif, tous les étages du club, il n'y a aucune cohérence. Il y a toujours cette politique du tout marketing. Et donc, on va claquer des doigts cet été. En 2 mois, tout va changer. Donc, on va offrir à Mbappé un cadre sportif qui va lui permettre enfin d'aller chercher une Ligue des Champions avec Paris. Bah, écoutez, tant mieux, hein, tant mieux pour ceux qui y croient. Je vous envie presque. Mais malheureusement, moi, je suis beaucoup plus terre à terre. Et je l'avais dit dans le dernier podcast que j'étais passé de 0 à 1% dans mon espoir de le voir prolonger. Bah, les déclarations d'hier. À 2 Non, je suis toujours à 1. Je suis désolé, ça ne m'a pas fait changer, malheureusement. Parce qu'encore une fois, les nouveaux éléments, j'ai du mal à les voir, les nouveaux éléments moi, dans ce club. À moins de virer Neymar, Messi, Sergio Ramos, toutes les stars, tous les mecs que tu surpayes, tous les joueurs qui sont mauvais. En gros, tu vas virer 20 mecs cet été, quoi. Ouais. Si tu vires 20 mecs cet été, je veux bien y croire. Sinon, je ne vois pas comment ça peut changer en quelques mois, malheureusement. Yacine, ton avis sur la question? Franchement, je ne sais plus. Parce que je ne sais pas si lui, il joue parce qu'il sait se servir des médias pour communiquer. Est-ce qu'il joue, comme l'a dit Nico, pour finir la saison tranquillement? Malgré tout, je suis aussi un peu en désaccord avec Nico dans le sens où je pense que lui, même s'il l'annonçait, en fait, je pense que les supporters s'étaient tellement fait une raison après l'élimination que je suis même pas sûr qu'en l'annonçant, il aurait été sifflé. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yassine.
Ouais. Tout à fait, et c'est ce que j'allais dire à Nico. Je pense même, à la limite, qu'il aurait dit bravo, merci pour tout, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a le contexte, il y a l'élimination, enfin bref, il y a plein de choses. Donc, honnêtement, moi, je sais même plus. La seule chose, c'est que, par contre, dans ce sens-là, je suis comme Nico, c'est-à-dire que j'y crois pas plus qu'avant. Maintenant, ce qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est que malgré tout, ce qui avait été annoncé certaines fois depuis quelques semaines et quelques mois, c'est qu'effectivement, j'ai bien l'impression qu'il a vraiment pas signé. Voilà, ça c'est sûr. Donc, il reste une demi-porte ouverte. Et bah après, chacun fera ce qu'il veut. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de pousser la porte et de l'ouvrir? Est-ce qu'il y en a qui vont la refermer? Voilà. Mousse, vas-y, tu rajoutes des Ouais, questions. juste pour répondre à l'éternel pessimisme de notre ami Nicolas. L'éternel insatisfait. Ouais, il est très pessimiste là, Nico, mais je peux comprendre aussi. Hein, il est dans la position du mari trompé ou de l'amoureux déçu. J'ai ma femme à côté là. Non, mais j'ai dit dans la position. J'ai pas dit que tu étais. Donc évidemment, il y a plein de gens comme Nico qui veulent pas y croire parce qu'ils se disent non, c'est un bon communicant, etc. Mais encore une fois, je pense qu'il y a pas de communication et je crois pas que je crois pas qu'ils craignent les sifflets jusqu'à la fin. Et je suis comme Yacine, même s'il a annoncé son départ, je pense qu'il n'y aurait pas de réaction hostile du public au vu de ce que lui a fait. Il a quand même il a mouillé le maillot, il a porté l'équipe depuis le début. C'est un des rares à être passé c'est le seul à être passé entre les gouttes après Madrid. Et encore une fois, moi je pense qu'il y a des éléments, Nico, qui peuvent vraiment le faire changer. Tu dis que c'est pas en un été qu'on va tout bouleverser. Ben, ça se trouve depuis janvier, ça commence. Moi j'ai quelques éléments, mais je peux pas en parler parce qu'il y a rien encore de concret. Mais sur la direction sportive, effectivement, il y aura évidemment du changement, mais pas que. Et encore une fois, il y a le fait de vouloir battre des records. Il y a aussi le fait qu'il y ait la Coupe du Monde au mois de novembre. Peut-être que lui, il va vouloir un peu de stabilité avant de faire cette grande compétition avec l'équipe de France. Et ça serait pas mal pour lui de rester en France, de continuer avec le Paris Saint-Germain, faire cette Coupe du Monde et pourquoi pas partir après. Donc moi, je pense qu'il y a quand même il y a des éléments qui peuvent le faire changer d'avis. Je pense qu'on peut être un petit peu optimiste. Et puis si c'est pas le cas, voilà, il expliquera. Je pense qu'il communiquera, il expliquera sa décision. Et dernier élément, il y a aussi sa famille. Et je sais que son père, par exemple, lui pousse pour qu'il prolonge au Paris Saint-Germain. Et on sait que pour lui, c'est important aussi la vie de ses proches et notamment de ses parents. Nico. En fait, non. J'ai levé la main, mais je la rebaisse tout de suite. Ah. Non, si, je voulais juste dire, il y a peut-être aussi, regarde ce qui se passe au Real. Et c'est peut-être effectivement quelque chose là. Il y a toujours le dossier Haaland. On sait que le Real est à fond sur Haaland et qu'ils espèrent aussi obtenir sa signature. Peut-être que dans l'esprit de Mbappé, il ne conçoit pas d'arriver dans un club en même temps que Haaland, parce qu'on sait que ce sont les deux futurs mégastars du football mondial sur le papier. Et peut-être que dans son esprit à lui, justement, ce serait d'arriver à Madrid et de prendre tout de suite les clés de la baraque. Donc, il y a peut-être ça aussi. Ce qui peut se passer à Madrid peut aussi effectivement le faire réfléchir. Mais il y a tellement, encore une fois, quand tu mets les deux balances des deux clubs ensemble, ça penche tellement du côté de Madrid que j'ai l'impression que maintenant, pour le voir prolonger au PSG, il va falloir un petit peu appuyer sur la corde sensible. Voilà, le club parisien, le club de son enfance, le record Cavani, toujours cette possibilité, ce rêve de faire gagner une première Ligue des Champions à ce club. Voilà. Mais là, on n'est plus dans une cohérence et dans une logique sportive, je trouve. On est plus dans le côté affect. Et s'il n'y a que ça aujourd'hui pour le faire prolonger, j'ai vraiment du mal à y croire, je l'avoue. Mais allez, les arguments de Mousse étaient quand même intéressants, donc je veux bien passer à 2% pour vous faire plaisir. Après, pour aller dans ton sens, Nico, c'est vrai que le Real aussi doit se renouveler. Hein. Ça peut être aussi un élément de réflexion pour Mbappé parce que ne serait-ce qu'au milieu de terrain, il est quand même assez vieillissant. Tu vas pas pouvoir continuer éternellement avec Modric et Kroos et sur tous les secteurs de jeu du Real Madrid, pardon. Il va falloir aussi faire un gros mercato et il y a aussi évidemment l'histoire de Haaland. Haaland, c'est une machine à marquer des buts. Tout comme Mbappé, et évidemment qu'Mbappé n'a pas envie de partager le rôle de Pichichi, c'est comme ça qu'on dit en Liga, avec Haaland. Donc oui, là-dessus, je te rejoins totalement, Nico.
Et puis il y a aussi, pour finir, il y a aussi, on a quand même vu le Real face à Paris. Le Real se qualifie en Ligue des Champions, mais le Real est bouffé, quoi. Faut quand même pas non plus l'oublier, quoi. C'est pas un grand Real en ce moment aussi. Faut reconnaître ça aussi. Mbappé, il l'a vu. Il a vu que le PSG, qui est dans une de ses pires saisons de l'année collectivement parlant, bah, le PSG a marché sur le Real pendant les 3 quarts du match. Et oui, il y a effectivement, je te dis, il y a des arguments, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus le côté sportif du Real d'un côté et l'affect des PSG de l'autre. Voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. En tout cas, oui, le Real est pas très en ce moment, mais heureusement ils peuvent compter sur Karim Benzema qui a encore permis au Real de l'emporter samedi face au Celta Vigo avec un doublé. Donc Karim Benzema qui lui continue d'afficher des performances régulières. Yacine, revenons, on a été assez complet sur le dossier Kylian Mbappé, sur son match, etc. Parlons de l'animation des trois de devant, parce que c'est la première fois quand même, il faut le noter, je l'ai donné la stat tout à l'heure, que les trois devant, Messi, Neymar, Mbappé, marquent en même temps dans le même match, en 15 matchs joués ensemble cette saison. Par rapport à l'animation des trois, comment tu l'as trouvé, Yacine? Neymar, bon, c'est sûr que c'est mieux, ça ne pouvait pas être pire que face à Monaco, c'était catastrophique. Il a marqué un doublé. La trêve internationale, on en parlait dans le podcast Yacine avec Nico. C'est vrai que et Samy aussi également, ça avait fait du bien peut-être de faire une pause avec le quotidien du club qui était assez lourd. Mais le problème de Neymar, je pense que tu vas y revenir, c'est la régularité et de le montrer toute la saison, j'imagine. Ouais, bah malheureusement oui. Mais le problème c'est qu'il lui faut aussi du temps pour revenir à chaque fois de blessure. Donc on sait toujours qu'il y a 5-6 matchs qui sont compliqués. Bon voilà, Après hier, il fait une plutôt bonne première mi-temps. Il disparaît un peu en seconde. Après, il a 2-3 éclairs en seconde. Voilà, mais globalement, en fait, si on regarde bien, il y a deux choses. La première, c'est les permutations, parce que finalement, hier, il n'y a pas eu réellement de Messi, par exemple, en faux neuf, avec Neymar et Mbappé autour. Des fois, c'était Neymar qui était dans l'axe, des fois, c'était Mbappé, des fois, c'était Messi. Il y avait la position des latéraux qui était très haute. Et en fait, ok, c'est que Lorient, mais ça ressemblait un peu à la première période de Nantes sur certaines séquences, où en fait les trois combinaient beaucoup à l'intérieur du jeu. Voilà. On est au mois d'avril, la saison est presque finie. On est en train de se rendre compte que c'est quand ils sont libres et à l'intérieur du jeu que c'est le mieux. Bon, bah écoute, le coach avait demandé du temps. On est au mois d'avril, il reste encore un mois de compétition, un mois et demi. Donc, encore un peu de temps. Normalement, autour de la 37, 38e journée, on devrait voir quelque chose d'intéressant, normalement. On rappelle, c'était la 30e journée hier, il reste 8 matchs. Donc, on continue à réclamer du temps, il l'a eu et il a pu montrer une très belle performance contre le 16e de Ligue 1, Lorient, avec cette animation. Je rajoute qu'on a même eu des passes de Messi à Hakimi. Ah, on en a eu 2. Ouais. Ah ouais, et d'habitude c'est 0. Ah. Ouais, je les ai pas vus moi hier, hein, parce que franchement, le nombre de fois, encore une fois, Hakimi, il est. Alors, Nico a raison, hein. C'est des petits décalages sur le côté, des remises, mais rien de. Ouais, il y a comme d'habitude, il y a que son pote Mbappé qui le sert très souvent et qui le cherche. D'ailleurs, il y a une occasion au moment où Hakimi n'est pas loin de marquer en première période, là où il lui met dans la surface. J'aurais bien. Franchement, hier, il voulait le faire marquer. Ouais. Bah, il y a trois situations où il le cherche d'abord lui, et il se dit ouais, si je peux le faire marquer, ce serait pas mal. J'aurais bien voulu qu'il marque parce que ça m'aurait fait gagner MPG, mais bon, Hakimi n'a pas marqué, du coup j'ai perdu, ça m'énerve. Là, c'est vrai que Mousse sur l'animation des trois de devant, d'habitude on a dit plein de fois cette saison dans des matchs que Messi exilé côté droit, bon de toute façon il restait jamais trop, il revenait dans l'axe à chaque fois, mais c'était pas la méthode qu'il fallait. Là les trois en fait il n'y avait pas vraiment de position fixe, l'animation était assez libre, donc un coup Neymar dézonné, Messi prenait aller devant, Mbappé était un peu en électron libre, donc c'était plutôt intéressant dans l'animation et dans les trois qui se recherchaient. Oh, c'était intéressant. Puis on a aussi vu que Neymar et Messi se cherchaient beaucoup aussi. L'un a voulu faire marquer l'autre. Je pense que encore une fois, le petit break international, ça leur a fait du bien. Alors on sait que respectivement, ça s'est bien passé pour leur équipe nationale. Je parle de Messi et de Neymar. On a beaucoup entendu qu'ils avaient retrouvé le sourire en équipe nationale, qu'ils avaient fait des bons matchs, etc. C'est ce qu'il leur fallait, je pense, après la débâcle de Monaco. Je pense qu'il y avait une petite appréhension aussi de revenir au parc après cette trêve internationale. Alors évidemment, c'était pas très très violent au niveau des réactions. Je crois qu'il y a eu une banderole, après quelques sifflets, mais c'était assez timide.
Tant mieux, tant mieux. Après, comme le dit Yacine, c'est dommage que ça arrive au mois d'avril. Encore une fois, enfin, je veux dire, depuis le début de saison, c'est vrai qu'on n'avait pas pu profiter de Messi parce qu'il y a eu la Copa América, il y avait beaucoup d'allers-retours, il y a eu beaucoup de matchs pour les qualifications en Coupe du Monde, donc c'était un peu compliqué. Il reste 7 matchs sans enjeu, à part peut-être le match face à Marseille. On va voir leur réaction, parce que là, encore une fois, c'était que face à Lorient, après un break de 15 jours. Tant mieux, c'est vrai qu'ils se sont trouvés, c'est vrai qu'on a vu du mouvement, on a vu des beaux échanges, mais voilà, moi j'attends de voir encore, j'espère qu'ils vont tenir ce genre de match jusqu'à la fin, qu'on verra un peu plus de mouvement et un peu plus de complicité entre les trois. Normalement, on dit que entre grands joueurs, on n'a pas de souci à jouer ensemble. Ça a été le cas un peu au début, ça l'est moins aujourd'hui. Écoute, faut voir jusqu'à la fin de saison si ça se passe encore comme ça. Et moi, encore une fois, j'attends beaucoup du match de Marseille. J'espère qu'ils vont le prendre avec beaucoup de sérieux et qu'ils vont expliquer à Messi que, alors je vais pas dire que c'est le pendant de Barcelone, de Barcelone Real, ce serait un peu exagéré, même si on appelle ça le classique. Mais voilà, si le trio nous sort un très très grand match face à Marseille, pour répondre à ta question tout à l'heure, pour moi, ce sera un petit début de réconciliation quand même. Eh ben, il faudra attendre encore 2 matchs. Il y aura le match contre Clermont la semaine prochaine, et ça sera samedi soir à 21h. Et puis ensuite, le 17 avril, il y aura PSG Marseille dimanche soir à 20h45. Nico, je voulais te lancer sur Sergio Ramos et les sifflets, mais est-ce que tu veux déjà tu veux dire quelque chose en plus sur l'animation des trois devant, sur le match de Messi, sur celui de Neymar? Moi, oui, effectivement, quand on les rapproche, on voit qu'ils sont capables de combiner, mais c'est normal, c'est des grands joueurs. Après, je trouve que malgré tout, ces trois ensemble, ça masque tout ce qu'il y a autour, enfin, en l'occurrence, tout ce qu'il n'y a pas autour, à savoir qu'il y a des milieux quasiment inexistants dans l'animation offensive, il y a un jeu avec les latéraux qui est réduit juste à Mbappé avec Nuno Mendes, en gros, parce que côté Hakimi, il y a toujours très peu de choses, on lui donne pas le ballon, donc voilà, ça masque encore une fois beaucoup de choses et moi j'y crois plus trop à cette association des trois parce que voilà, on était tous un peu dans le délire quand Messi est arrivé du Barça il y a 4-5 ans ou enfin il y a même plus maintenant hein, de 2015 on va dire. Et je crois plus à cette animation aujourd'hui, ces trois ensemble soient capables de te faire gagner des grands matchs contre des clubs comme le Bayern, City ou Liverpool. Voilà, je crois pas en ces trois là donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en aura plus que 2 l'an prochain, a priori. Donc on verra ce que ça donnera. Non, mais voilà. Oui, c'était sympa de les voir combiner hier, mais comme on l'a dit au début du podcast, c'était contre une équipe très faible, sans aucune intensité, avec des placements très douteux défensivement. Donc je suis même pas sûr que contre Marseille, on va voir. Mais le Marseille que j'ai vu par exemple encore hier, je pense que avec le pressing qu'ils sont capables de mettre, vous allez voir que ces trois-là, ils seront beaucoup moins dans le confort pour combiner. Donc voilà, il n'y a pas de... Ouais. C'était sympa qu'ils marquent, bravo à eux, mais ça ne m'a pas vraiment convaincu sur l'avenir de cette association en tout cas. En tout cas, je ne sais pas si c'est vers chez toi, Nico, mais on entend les petits oiseaux qui ça gazouille, hein, voilà, ça gazouille ici. Ça gazouille et ça adoucit ton propos, je trouve. Ouais, ça gazouille. C'est très bien d'avoir la fenêtre ouverte. Voilà, on entend un peu de nature côté de chez toi, Nico. Donc, je voulais te lancer sur ça, Nico. Petit événement hier, Sergio Ramos a rejoué au foot. Mais on l'avait plus vu sur la pelouse depuis le 23 janvier dernier. C'est au Parc pour une victoire 4-0 contre Reims. L'Espagnol est rentré pour jouer 20 minutes. Il est rentré à la 72e à la place de Marquinhos. Nico, il a été sifflé par le Parc pendant son entrée. Est-ce que pour toi, parce que ça a été un gros sujet sur Twitter hier, est-ce que tu comprends les sifflets? Est-ce qu'ils sont justifiés selon toi sur Ramos ou c'est plutôt la direction sportive et c'est ce recrutement qui était visé par les supporters? Ça dépend de la perception que tu as de ces sifflets. Si effectivement tu prends ça au premier degré en disant on siffle Ramos parce qu'il a été blessé 6 mois sur les 8 de présence à Paris, effectivement les blessures de Ramos c'est pas de sa faute, c'est pas à cause de lui qu'on prend 3-0 à Monaco, qu'on se fait éliminer contre le Real. Enfin, si on s'arrête effectivement en étant très premier degré, effectivement ces sifflets-là on les comprend pas. Maintenant, je vais avoir le même discours que lorsqu'il y a eu les sifflets contre Messi et Neymar contre Bordeaux. C'est pas le joueur qu'on siffle, c'est ce qu'il représente dans le PSG cette saison, à savoir encore une fois le tout marketing, le recrutement d'un joueur sur une opportunité de marché plutôt que d'aller chercher un choix sportif cohérent. J'ai même envie de dire que moi, ces sifflets-là, j'étais pas au parc hier, mais je pense que si j'avais dû siffler hier,
j'aurais sifflé le service médical du PSG, le responsable de la visite médicale qui doit changer de métier de toute urgence, parce que ce monsieur-là n'est pas docteur, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que c'est plutôt ça, c'est le symbole de ce que ça représente. Et en fait, c'est des sifflets qu'il n'a pas eu contre Bordeaux parce qu'il était encore forfait. Bon bah voilà, il en restait un petit peu pour lui et puis on lui a donné. Maintenant, les gens qui se sont offusqués de ce qui s'est passé hier, enfin voilà, ça a duré. Honnêtement, hein, à la télé, je sais pas comment c'était au stade, Yacine va nous dire, mais à la télé, ça a duré quoi? 5 minutes. Après, c'était couvert par les applaudissements parce qu'on a senti qu'il y avait un conflit d'intérêts dans le stade. Et puis c'est pareil, les sifflets, je sais pas, mais c'était pas non plus ultra violent, quoi. Les gens qui ont été choqués, j'ai envie de vous dire, mais revivez quelques matchs des années 2000 au parc, vous allez voir ce que c'était que des joueurs qui se font siffler, quoi. C'était autre chose. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plus une symbolique qu'autre chose. Et même là, la symbolique, j'ai trouvé que c'était quand même pas non plus très très violent. Donc désolé à Ramos, s'il a été choqué par ça, mais j'ai pas l'impression quand même que ça a été très loin, quoi. Non, puis je pense pas que Ramos, lui, a dû se dire que c'était pas justifié, etc. Je pense de toute façon, il doit être blessé des oreilles aussi, donc ça se trouve, il a même pas entendu. Donc, quand il est en mode sniper comme ça, Nico, il est incroyable. Non, je veux dire, le gars, ça fait 6 mois qu'il est à l'infirmerie, donc et nous, on doit passer après ça, quoi. Tu vois. Voilà. Je vais la parole à Mousse. Je vais déjà aller voir Yacine qui était au stade hier. Alors toi, Yacine, comment t'as perçu c'est vrai que comme le disait Nico, vous avez entendu sur Neymar, sur Messi les sifflets, sur l'entrée de Sergio Ramos. Comment c'était les sifflets? C'était partagé par tout le parc, une partie du parc? Non, c'était honnêtement que ce soit sur Messi, Neymar et Ramos, c'était une partie. En fait, le truc, c'est que Neymar et Messi, entre guillemets, l'ont vécu contre Bordeaux et on s'y attendait un peu au début. Ça n'a pas duré très longtemps non plus. Hein, ça n'a pas duré à la première mi-temps. Sur Ramos, en fait, je pense que certains s'y attendaient pas. Déjà parce que Paris menait à ce moment-là 3-1. Parce que il y avait eu des sifflets contre Bordeaux et voilà. Et que lui rentre en cours de match là. Je pense beaucoup s'y attendaient pas. Donc ça a fait du bruit sur les premiers ballons parce que ceux qui avaient décidé de siffler, c'est eux qui ont pris le dessus tout de suite. Mais en fait, rapidement, il y a eu moins de sifflets, il y a eu des applaudissements. Voilà, et moi je voyais, donc je suis en tribune presse, et j'entendais un peu ce qui se disait autour. Et en fait, c'est vrai que tout le monde était un peu entre deux, c'est-à-dire que, est-ce que, comme le dit Nico, hein, est-ce que c'est le symbole de ce qu'il représente? Est-ce que c'est Ramos qui est sifflé? Est-ce qu'on siffle Ramos? Pourquoi on le siffle maintenant? Il y a 3-1. Est-ce que c'est le bon match? Est-ce que c'est... Bref, il y avait beaucoup de questionnements. Moi, je pense simplement que quand on voit ça, sur les sifflets de Ramos, de Neymar et tout, moi, il y a plein de choses qui me viennent et vous allez voir que, pareil, même moi, je ne suis pas forcément sur un avis qui est très tranché. C'est-à-dire que je comprends les sifflets. Et en fait, c'est aussi un des seuls moyens, un peu avec les banderoles, pour les supporters de pouvoir d'exprimer un mécontentement. Après, pareil, c'est il siffle un peu le truc du marketing. Mais en fait, donc, toi, tu prends en grippe certains joueurs. Donc, tu réclames un collectif. Tu réclames tout le temps que ce soit une équipe, que tu t'en fous des stars et que tu veux une équipe qui mouille le maillot, un collectif qui se bat ensemble. Mais toi, tu choisis tes cibles. Donc, en fait, tu es aussi en contradiction avec ce que tu nous expliques toute l'année. Donc, j'avoue que moi, je suis partagé avec tout ça. Je sais plus, je comprends. Je l'ai vécu. Comme l'a dit Nico, je pense que dans les années 90-2000, il y a eu certaines broncas. C'était vraiment, vraiment autre chose. Il y a eu des mi-temps où ça rentrait sous les sifflets. Croyez-moi, c'était pas 8 sifflets. Ça faisait vraiment du bruit. Et ça perturbait vraiment les joueurs parce que c'était tout le parc et c'était violent. Et ça s'arrêtait pas qu'au sifflet d'ailleurs. Voilà, donc il y a plein de choses sur ces sifflets. Le seul truc, c'est que je comprends maintenant, soit vous faites, je pense que tu peux pas prendre en grippe 3 joueurs, voilà, quels qu'ils soient et ce qu'ils représentent. Voilà. À la limite, tu t'en prends directement aux dirigeants. Alors, c'est vrai que ça doit être compliqué pour les supporters de faire rentrer des banderoles contre les dirigeants, ça, je l'avoue. Ou t'expliques dans ton communiqué que tu siffles ces joueurs-là, parce qu'ils font des communiqués tout le temps, donc ils peuvent en faire un, que tu expliques que tu siffles ces joueurs-là pour ce qu'ils représentent, mais pas en tant que joueurs eux-mêmes. Mais voilà, c'est dérangeant, parce que même dans le vestiaire, je veux dire, à un moment donné, pourquoi eux, pas les autres?
à Madrid, les 15 minutes, oui, ok, Neymar et Messi sont pas bons, mais Mbappé aussi est transparent pendant les 15 minutes. Marquinhos est transparent pendant les 15 minutes. Bref, c'est tout le monde. Donc, t'en prends à 3 joueurs ou 2. La boulette n'est pas sifflée. Enfin, voilà. Et Ramos n'est même pas là. Non, mais c'est vrai. Et parce que tu as commencé un peu à en parler, Yacine, je vais refaire un peu le récapitulatif, Mousse, de ce que les Ultras reprochent au Paris Saint-Germain, à sa direction. Déjà, il y avait la réception, donc après l'élimination contre le Real, la réception de Bordeaux, 4 jours après, où ça avait été l'occasion donc pour les Ultras parisiens d'exprimer leur colère avec des banderoles, une grève partielle des tribunes, des sifflets à l'encontre de Neymar et Messi. Donc on attendait l'accueil réservé aux Parisiens hier contre Lorient. 3 semaines ont passé depuis le match. Il y avait eu Paris qui s'était lourdement incliné à Monaco. Et mercredi, déjà, il y avait le match de Ligue des Champions féminine où le CUP avait déployé une banderole présent, mais pas amnésique. Ce qui ne les avait pas empêchés de soutenir comme il se doit les Parisiennes qui ont finalement décroché leur place en demi-finale. Donc bravo à elles. Et ce samedi, donc, le collectif Ultra Paris avait publié un communiqué expliquant maintenir sa position et estime que le club a besoin d'un nouveau souffle, ce qui se passe à ses yeux nécessairement par un nouvel organigramme. Voilà, je veux reprendre une ou deux phrases, Mousse, et je te lance dessus. Nous avons clairement et fermement exposé au club notre vision et nos demandes visant à enfin placer non plus le marketing, mais le sportif au centre du projet, ce qui passe notamment nécessairement par la pérennisation du maillot Echter comme symbole fort de l'identité du club saison après saison. Nous attendons des actes concrets que nous ne voyons pas arriver. De notre côté, fidèle à notre ligne de conduite, nous continuons de privilégier un dialogue constructif et exigeant, conscient que le club a besoin d'un nouveau souffle, passant nécessairement par un nouvel organigramme. Voilà. Et ils avaient terminé en disant « Nous serons donc présents, mais silencieux, car ils ne méritent pas mieux. » Mousse, qu'est-ce que tu penses du collectif Ultra Paris et de leur action au parc d'hier? Alors, moi, quand j'avais fait l'after sur le sujet Paris après la défaite face au Real, d'ailleurs, c'était la défaite après Monaco aussi. J'avais reçu le message d'un ultra que je connais, qui est très bien implanté au collectif Ultra Paris. Bon, déjà, c'est un collectif, hein, donc c'est plusieurs associations de supporters qui sont pas toutes forcément d'accord entre elles. Déjà, je tenais à le préciser. Et moi, lors de mon passage, j'avais dit que globalement, tu sais, quand on échange après les podcasts avec les gens qui nous suivent ou même sur les réseaux, quand tu échanges, les mecs, ils te demandent pas forcément le départ des Qataris, en fait. Tu vois, ils veulent que ça change au niveau de la direction, qu'on ramène des gens compétents, mais ils voulaient pas forcément un changement d'actionnaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien vu qu'aussi, il y a certains grands clubs, comme Bordeaux qui peuvent descendre en Ligue 2, comme Saint-Etienne, même si c'est pas du tout la même histoire, etc. Mais bref, tu as quand même une sorte de sécurité avec les Qataris en termes de moyens financiers. Et donc, j'avais expliqué ça à l'antenne et j'ai reçu un message de cet ultra que je connais et lui m'a dit Mousse, tu te trompes. En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, autour de moi, la plupart des ultras que je connais, eux aimeraient le départ des Qataris parce qu'ils en peuvent plus de cette façon de gérer le club, de mettre, comme l'a dit Nicolas, le marketing avant tout, même si tu as besoin de faire du marketing pour faire de l'argent et pouvoir recruter des bons joueurs pour avoir un bon collectif. Donc, je pense que maintenant dans le collectif Ultra Paris, tu as même des gens qui ne souhaitent plus que les Qataris dirigent le club. Pour eux, c'est pas des connaisseurs en foot, c'est peut-être des bons gestionnaires d'entreprises privées pour faire de l'argent avec la marque PSG. Et ça aussi, ça devient un problème parce que le PSG, c'est un club, c'est pas une marque. Donc, je pense que, parmi le collectif Ultra Paris, il y a des voix dissonantes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui. Et c'est pour ça que hier, l'ambiance elle était un peu spéciale. Et pour revenir sur les sifflets de Ramos, moi, honnêtement, moi, je suis pas, enfin, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, hein. Ils ont le droit de le siffler s'ils veulent et tout. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi, Nico, parce que Ramos n'a pas fait partie, évidemment, de cette campagne de Ligue des Champions et même de Ligue 1, parce qu'il a très peu joué. Quand, à chaque fois qu'il a joué, on a quand même vu qu'il avait quand même certaines qualités que nos défenseurs centraux n'avaient pas. Le peu de temps qu'il a joué, je me rappelle d'un match face à Saint-Etienne, il avait fait plutôt un bon match. C'est un joueur qui est assez professionnel, c'est la réputation qu'il a. C'est pas quelqu'un qui passe ses soirées en boîte de nuit ou devant des telenovelas à 4 heures du matin. Si tu dois siffler quelqu'un, et là je suis d'accord avec Nico, c'est la personne qui l'a recruté, ou en tout cas celui qui a fait passer la visite médicale. Et c'est pour ça que moi je n'ai pas compris ces sifflets, parce qu'en vérité,
lui, il y est pour rien. Alors, il symbolise peut-être évidemment le fait de recruter des noms, etc. Mais nous, quand on a vu le nom de Ramos, on s'est dit, tiens, c'est quand même un joueur voilà, ça a été le capitaine du Real, on sait que c'est un joueur de caractère, on s'est dit peut-être que il va pouvoir remplacer Marquinhos dans ce rôle-là, dans ce rôle d'aboyeur, etc. Il a joué 3-4 matchs cette saison. Moi, j'ai trouvé un peu ridicule le fait qu'à chaque fois qu'il touche la balle, il se fasse siffler. D'autant plus que le dernier match qu'il avait fait au parc, c'était tout le contraire. Le collectif Ultra Paris, le virage avait été suspendu pour des fumigènes. Et du coup, il y avait que les supporters en tribune latérale. Et je sais pas si vous vous rappelez, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il y avait une ovation qui était tout aussi ridicule d'ailleurs. Voilà, mais vraiment ridicule. Et hier, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça ridicule parce que je comprenais pas pourquoi on vise Ramos spécialement, même si encore une fois, j'ai bien compris qu'on visait la direction sportive, le projet sportif, etc. Mais hier, je trouve qu'ils sont trompés de cible. Autant, soit il fallait chanter Nasser d'émission ou Leonardo d'émission, etc. Mais le sifflet à chaque fois qu'il touchait la balle, le sifflet, moi, j'ai trouvé ça ridicule. Ouais, plutôt d'accord, du même avis, Yacine et Mousse. Nico? Ça, encore une fois, ça a duré 5 minutes. Honnêtement, les sifflets, ça s'est vite éteint. Et puis, c'est pas le stade entier comme quand avec Messi et Neymar qui se sont pris des broncas pendant 1 heure et demie. Là, t'avais, c'est difficile de quantifier, mais si t'avais 2000 personnes qui ont sifflé pendant 5 minutes, vaguement, c'est le bout du monde. Donc, faut pas encore une fois généraliser tout. Et encore une fois, je le redis, moi, je suis le premier quand je vois Ramos arriver au PSG à me dire, ah, putain, ça peut nous faire du bien. Et c'est peut-être lui, en fait, le vrai capitaine du PSG qui débarque enfin. La seule chose, c'est que voilà, au bout d'un an, bah, excuse-moi, cette première saison, tu dois quand même prendre en compte que, et même si c'est pas de sa faute à lui, mais voilà, je rappelle, 180 jours d'absence, j'ai regardé ça ce matin, en 8 mois, quoi. C'était son 5e match hier, seulement de la saison. Donc voilà, donc tu siffles déjà, tu siffles le recrutement d'un joueur qui n'avait pas le physique, clairement, pour venir cette année. Et puis, encore une fois, tu t'as viré Thiago Silva après en 2020, je crois, ça va faire 2 ans, tu l'as viré en expliquant que ça coûtait cher, qu'il était vieux et qu'il fallait commencer peut-être à renouveler l'effectif et avoir une politique sportive un petit peu intelligente. 2 ans après, tu fais la même chose pour prendre un mec qui non seulement a le même âge, coûte à peu près la même chose, même si on le paye moins cher en salaire, et puis la seule différence, c'est que lui n'est pas capable de jouer. Donc évidemment que les gens sont énervés par rapport à ça. Mais ça remet encore une fois, comme avec Messi, ça remet pas en cause le statut de légende de ce joueur. Il a un palmarès plus riche que le football français, tout le football français en un siècle. Donc évidemment que on respecte la légende Ramos. Mais moi je comprends les supporters, franchement, qui à travers lui sifflent ce que t'as dit Hugo, c'est ce que réclame le CAP. Moi je suis pas de ceux qui disent le Qatar, voilà, c'est horrible, faut qu'il se barre. Revenons à nos années Canal ou colonie capitale. Franchement, moi les années 2000, j'ai pas envie de les revivre. Hein. 2000-2010. Moi, pour tout l'or du monde, je veux pas que les Qataris se barrent pour qu'on revive ça. Hein. Mais non, merci, quoi. Donc moi, je suis absolument pas je suis pas partisan du départ urgent des Qataris. Par contre, je suis d'accord sur le côté, il y en a marre du tout marketing. Maintenant, voilà, le club a grandi en termes d'image. Maintenant, il est temps d'orienter le projet et de mettre de côté les noms pour avoir un sportif un peu plus cohérent. Moi, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est légitime aujourd'hui comme revendication de la part des tribunes. Mousse. Voilà, juste pour te répondre, Nico, il faut pas oublier aussi que il y a aussi les choix de Pochettino, c'est-à-dire que tu parles de 180 jours d'absence, il a manqué des matchs. Il y a des fois il était apte et c'était les choix de Pochettino de pas le faire jouer. Et moi je pense aussi l'erreur de Pochettino, ça a été quoi? Lorsqu'il est revenu et lorsqu'il avait été apte pour son premier match, normalement à 34-35 ans, il faut quand même que tu enchaînes les matchs pour essayer de revenir à ton meilleur niveau et ça n'a pas été le cas. Et pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce que dès le départ, Pochettino n'a pas voulu installer cette défense à 3 et je pense que peut-être qu'avec l'enchaînement des matchs, sans doute il aurait eu quelques soucis physiques et peut-être aussi des blessures. Mais lorsque tu choisis volontairement de t'en passer, même quand il est apte, tu lui donnes pas de temps de jeu. Évidemment qu'à chaque fois qu'il va revenir, ça va être plus dur pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent il y a eu des rechutes parce que par manque d'enchaînement de matchs. Et moi, j'en veux plus à Pochettino de pas avoir quand tu recrutes un élément comme Ramos avec l'expérience qu'il a. Tu as aussi 2 bons défenseurs centrales en la personne de Marquinhos et Kimpembe. Et ben peut-être qu'en installant cette défense à 3 et en enchaînant les matchs, et ben peut-être que le physique de Sergio Ramos, aurait peut-être mieux supporté ça. Sauf que il venait, il jouait quelques minutes. Alors soit la dernière fois il avait pris un carton rouge, il n'avait pas pu enchaîner, ou bien il rechutait. Mais moi j'en veux plus à Pochettino de ne pas avoir tenté d'installer cette défense à 3, qui aurait permis non seulement peut-être à Ramos de mieux s'intégrer dans cette équipe et aussi de mieux exploiter tes latéraux.
Donc je pense qu'il n'est pas le seul responsable Ramos. Je pense que le plus gros responsable là-dedans, c'est Pochettino. Ça c'est un autre débat, Mousse. C'est un autre débat, parce que là on est sur l'animation et sur le collectif que tu pouvais mettre en place avec ça. Mais Ramos, comment tu voulais le faire enchaîner? Dès qu'il a joué, il s'est répété derrière. Non, encore une fois, des fois, il était apte, Nico. Il a été apte quoi? Mousse, il a été apte 4 fois cette saison. Il se répétait dès que la charge de travail à l'entraînement augmentait, ça reclaquait tout de suite. Comment tu veux le faire enchaîner? Non, moi, je pense qu'il y avait des fois où il était apte, et même quand il était apte, il restait sur le banc, et peut-être que le fait d'enchaîner les matchs, ça lui aurait permis d'être mieux, et moi, je suis persuadé de ça. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais moi, je pense aussi qu'il y a une erreur de gestion de la part de Pochettino sur le cas Ramos. C'est mon avis. Bon, en tout cas, il a rejoué hier, c'est déjà ça, il a rejoué. Moi, j'aimerais bien l'avis de Yacine sur ça, sur le fait de, tu vois, l'installer à défense à 3. Est-ce que s'il avait enchaîné, peut-être ce serait mieux passé? Ça serait intéressant de savoir ce que t'en penses. On en a déjà parlé pas mal, c'est vrai qu'on non, mais je vais demander l'avis à Yacine, mais c'est vrai qu'on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais bon, c'est jamais venu parce que Pochettino n'avait pas envie d'installer une défense à 3, et même quand Ramos était blessé, il aurait pu le faire avec Herrera et il ne le faisait pas. Donc, Yacine, je sais pas quelle va être ta réponse sur la question, mais c'est comme ça, c'est trop tard, quoi, avec Pochettino, c'est trop tard. Je pense que oui, la défense à 3, de toute façon, ça te permet de te soulager, mais moi, je pense que le point de départ, en fait, c'est les 90 minutes à Saint-Étienne pour un premier match sous la neige qui te mettent pas dans les meilleures conditions. Le problème, c'est que quand tu reviens comme ça d'une si longue absence, tu fais pas 90 minutes, même en Ligue 1, même à Saint-Étienne, qui était dans le trou à l'époque, tu fais pas 90 minutes. Voilà, il fallait gérer son temps de jeu, lui faire peut-être 45, 60, pas plus. Le point de départ, il vient là parce que regardez, entre Saint-Étienne et son deuxième match, il se passe pratiquement un mois. Voilà, c'est tout. Il y a cette gestion-là qui est pas bonne. Après, quand tu vois en fait ce qui se passe après, en fait, il y a pas, on sait même pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il était disponible, mais des fois il était pas dans le groupe. Il paraît qu'ils attendaient qu'il soit au maximum. Des fois il était pas disponible. Après il était disponible la semaine d'avant, il n'avait pas joué, et puis la semaine d'après il était plus disponible. Donc on ne sait pas où est la vérité parce qu'on avait même l'impression à un moment donné, moi c'est mon impression, que Pochettino retardait l'échéance pour justement ne pas avoir à imposer Ramos. Et ça c'est autre chose, tu vois. Donc je sais pas trop. Maintenant ce qui est sûr c'est qu'il a une vraie blessure qui le gêne depuis maintenant 1 an et demi. Et que elle est compliquée à guérir parce qu'en plus à son âge, etc. Donc je sais pas si on a réellement la vérité et on l'aura peut-être jamais. Voilà, maintenant on verra bien s'il décide de rester l'année prochaine finalement. Est-ce que c'est Pochettino le coupable ou est-ce que Ramos c'est fini quoi? Petite question Yacine, tu l'as trouvé comment Ramos, pas dans son jeu etc. mais sur ses appuis, j'en sais rien, ou est-ce qu'il se tenait un peu, tu voyais qu'il avait une petite douleur qui traînait ou il était plutôt libre dans ses mouvements, on va dire? Non, moi je l'ai pas trouvé gêné. Après il est rentré au bon moment parce que c'est le moment où Paris est en train d'enfoncer Lorient, donc il n'est pas non plus gêné par les contre lorientais. Ouais. Mais non, moi je l'ai pas trouvé gêné, je l'ai pas trouvé sur la retenue, ni sur les accélérations, ni sur l'intensité dans les passes, etc. Donc non, moi j'ai rien vu de spécial. Bon, voilà en tout cas pour le sujet sur juste Ramos. Ouais, précis, parce que tu as dit il a fait 5 matchs, c'est 5 matchs de Ligue 1. Oui, il a fait un match de Coupe de France. C'était 5 matchs. Je connais, parce que nous on a des suiveurs qui sont très très à cheval. Il a fait 6 matchs, dont 5 de Ligue 1. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il en a pas fait en Ligue des Champions. Ah, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr. J'ai regardé sa fiche tout à l'heure, j'ai mis Ligue des Champions, mais c'était des matchs sur l'année 2020-2021. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, tu fais bien de le rappeler, Yacine, 5 matchs en championnat et 1 en Coupe de France. Sur Donnarumma, les amis, petite question quand même dessus, parce que lui aussi, il a eu la vie dure avec l'Italie en sélection. Donc lui, il n'a pas forcément fait une pause magnifique pour la tête. Il était, voilà, on en a déjà parlé longuement, fautif sur le but contre le Real Madrid, qui a déclenché un peu cette remontée du club madrilène pendant le match. Mousse, sur son match à Donnarumma, alors il a eu quelques interventions quand même à faire, parce qu'il y a eu des moments chauds, même l'action où Marquinhos intervient, il doit sortir en 2 temps une première fois, une pointe, et puis ensuite la renvoyer. Sur le but, bon, il y peut pas grand-chose parce que c'est plus la passe de Hakimi et la mauvaise interprétation de Marquinhos qui le gêne. Comment tu l'as trouvé parce qu'en plus, on l'a vu, même sur quelques actions, il aurait pu être sur la retenue, mais je sais pas si vous vous rappelez, en première période, il y a un ballon en profondeur, et Yacine nous en a souvent parlé, que Donnarumma aimait bien sortir, etc., évoluer haut, et là, il l'a fait,
de plutôt belle manière. En plus, il a fait un tacle pas mal et il a relancé recours sur Marquinhos. Mousse. Non, je l'ai pas trouvé perturbé, Donnarumma. Je trouvais il avait fait son match. Dans la presse italienne cette semaine, on a beaucoup parlé de Donnarumma et notamment le fait qu'il vivait mal la concurrence et que il fallait un départ de Navas pour qu'on retrouve vraiment, pour qu'il puisse profiter pleinement de ses qualités, de son jeu, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Il faudra voir la décision qui va être prise cet été. Mais je pense que s'il y a un départ de Navas, on retrouvera un Donnarumma à la rentrée un peu plus serein. Bon, lui, il ne participera pas à la Coupe du Monde, donc il va pouvoir se reposer pendant cette mini trêve de novembre-décembre. Mais non, moi je pense que encore une fois, s'il n'a pas été complètement épanoui cette saison, c'est aussi parce que il y avait une concurrence avec un très très bon gardien en la personne de Keylor Navas. On verra l'été prochain. Moi, je me fais pas de soucis pour Donnarumma. C'est quand même un gardien qui a beaucoup de qualité. Tu parlais de sa sortie et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de sortie. C'est des sorties qu'il maîtrise en plus, donc tant mieux. Mais non, sur Donnarumma, moi encore une fois, je suis confiant pour la saison prochaine à condition qu'on trouve une porte de sortie pour Keylor Navas. Nico, petite question sur les changements d'Ami Mauricio. Je vous les donne. La sortie quand Paredes se blesse à la 43e. Bon, il y a du monde sur le banc, mais je vais reprendre l'algorithme de Yacine Amned, l'algorithme des statuts et du nombre de sélections des internationaux. Donc là, il n'y avait pas le choix, c'était Wijnaldum, évidemment, c'est lui qui en a le plus avec les Pays-Bas. Donc c'est lui qui rentre à la place de Paredes. Bon, on peut se dire, allez, c'est dans la logique de ce que fait Pochettino depuis le début. Mais en deuxième période, quand tu mènes 3-1 à la 73e, 4-1 à la 73e, est-ce que tu peux pas faire rentrer? Et après, on va nous dire, je sais très bien ce qu'il va y avoir déjà dans les commentaires. Oui, vous parlez toujours des jeunes et nanana, vous faites une politique pro Michu, Saïmos, nanana, mais bon, on s'en fout, on dit ce qu'on veut dans le podcast. Est-ce qu'il aurait pas pu faire rentrer plutôt qu'un Thilo Kehrer à la place de Danilo, un Simons ou un Michu, ton petit protégé, Nico? Yacine va répondre en nous disant que de toute façon, il fait des changements en fonction des sélections et que donc effectivement, Kehrer, il passe avant les autres. Mais sinon, évidemment que le pire, c'est que c'est même pas qu'il les fasse pas rentrer en soi. Oui, pourquoi pas? Mais il l'a dit lui-même. On va faire jouer un peu plus les jeunes, on va leur faire donner du temps de jeu. En fait, ça a duré 3 semaines en janvier, quoi. Voilà. Et depuis, c'est terminé, il n'y a plus rien. Tu mènes 4-1, il reste 20 minutes de jeu. Tu as 2 petits jeunes que en plus, t'en as un, tu es en train de discuter avec lui pour éventuellement le prolonger l'an prochain. Notre ami Pochette, lui, il le fait pas jouer. Donc, en gros, il est en train de bien saboter le boulot derrière de mecs qui vont discuter avec les jeunes. Donc, évidemment que c'est frustrant. Et évidemment que si tu les fais pas rentrer dans un match comme ça, tu vas les faire rentrer quand? Tu vas pas les aligner contre Marseille. Je comprends pas. Voilà. Encore une fois, mais ça fait 1 an que c'est comme ça. Donc, on devrait même pas être étonné. Mais ça arrive encore à nous énerver, tu vois. Donc, moi, j'aurais bien vu le petit Michu rentrer un peu hier, tout qu'on l'a pas vu beaucoup cette année. Et évidemment que moi j'aurais offert ne serait-ce que 10 minutes de jeu, quoi. Voilà, qu'ils se dégourdissent un peu les jambes, quoi. Et je vois pas l'intérêt. En plus, Kehrer qui a joué les 2 matchs internationaux cette semaine, je vois pas ce que tu fais rentrer Kehrer, quoi. Je vois pas l'intérêt, honnêtement. Mais bon. Je suis entièrement d'accord avec toi, Nico. Je ne peux que boire tes paroles. Et c'est pour ça que je posais la question, parce que Yacine, c'est vrai que Xavi Simons, le PSG en discussion pour le faire prolonger. Et à part le décrassage après le match, où là, il peut chausser les crampons. Lui donner 10 minutes de temps de jeu avec Messi, Neymar et Mbappé sur la pelouse, on sait qu'ils se seraient régalés ces 2 joueurs-là parce qu'ils ont le profil. On l'avait vu contre Lyon où ils avaient été très intéressants et pas de continuité avec Pochettino comme d'habitude. Ouais, la politique de la terre brûlée. Quand il partira, il faut qu'il ait bien foutu la merde. En fait, c'est terrible parce que en plus de ça, donc il y a tout ce qu'a dit Nico, etc. T'as droit à 5 changements, t'en fais 3. Tu fais 3 sessions de 1 changement. Non, mais tu sais, franchement, t'as l'impression vraiment qu'il dit je vais tout faire pour vous faire chier jusqu'au bout. Je fais 3 fois 1 changement. Des changements qui veulent rien dire. Les jeunes, ils s'échauffent parce que le pire, c'est qu'ils les envoient s'échauffer quand même. Ils les envoient s'échauffer et à un moment donné, à la 80e, la 83e, ou je sais pas combien, il fait son dernier changement. Et là, t'as les gamins qui remontent en tribune, tu te dis, mais c'est horrible, c'est horrible. Faut vraiment, franchement, je vais déraper là. 80e, le dernier changement, Yacine Kehrer pour Danilo.
Ouais. Et très utile quand tu mènes 4-1 contre Lorient par. non, mais déjà, c'est clair. Et franchement, tu vois, le mec, il est là à te parler, ouais, humainement, les citrons, les machins. Franchement, humainement, il est horrible. Voilà, ce qu'il fait humainement, c'est horrible. Faire croire à des jeunes qui vont être dans le groupe, qui vont jouer, qui vont avoir du temps de jeu, les envoyer s'échauffer, et dans un match qui est plié, pas leur donner 10 minutes. Voilà. Et encore une fois, c'est pas la peine d'envoyer des messages pour nous dire, ouais, les titis, les titis. C'est pas une question de titis. C'est une question qu'à un moment donné, les mêmes qui vont te dire, ouais, les titis, à qui on donne pas de jeu, c'est les mêmes qui vont te dire, ah, mais Nkunku, si on l'avait gardé, on lui avait donné du temps de jeu, vous avez vu Nkunku, en ce moment, il est extraordinaire. Bah ouais, mais c'est les mêmes. Tu vois, c'est ça qui est. Si nous, bon, de toute façon, on a un public assez ouf. Donc voilà, donc le truc, c'est que donnez-leur 10 minutes, 20 minutes, donnez-leur du temps de jeu. Maintenant, si tu as vraiment la pression à 4-1 contre Lorient, avec 12 points d'avance, c'est qu'effectivement, c'est peut-être que tu n'es pas à ta place au PSG. Et la dernière chose que je voulais dire sur Pochettino, parce que je suis obligé, et ça me permet de faire un petit coucou à Romain, parce que j'étais avec Romain hier en tribune. Romain Bédouc. Romain Bédouc, okay. Le présentateur du Club 5 que vous connaissez bien et qui officie sur Winamax maintenant. En fait, depuis le début de l'année, on se dit, ouais, mais il met pas en place ses idées, il est bloqué au PSG. Et si finalement, les vraies idées de Pochettino, c'était ça, de mettre toujours les statuts en avant, de rien proposer de plus que l'état d'esprit, enfin d'essayer l'état d'esprit, parce que on n'a même pas. Est-ce que finalement, c'est pas ça le vrai Pochettino? Est-ce qu'on n'a pas rêvé par rapport à certains reportages où on nous a présenté un mec qui bossait, le jeu, les Bielsa, les principes de jeu, l'intensité, machin, ceci. Est-ce que c'est peut-être pas ça le vrai Pochettino? Parce qu'on se rappelle quand même du parcours de Tottenham en Ligue des Champions. Ça passe par c'est même plus des trous de souris. Contre Manchester City avec le crampon d'Agüero, Lucas qui décide qu'il est un joueur de foot sur une mi-temps à l'Ajax, alors que après quand même c'est quand même éclaté. Enfin, je veux dire, tu vois, est-ce que c'est pas ça le vrai Pochettino finalement? Mousse, est-ce que c'est pas ça le vrai Pochettino? Non, je crois pas parce que il a pas géré du tout les mêmes effectifs. Enfin, ce qu'il a à Paris, il l'avait pas à Tottenham. Et quand tu entraînes en première ligue, un club comme Tottenham qui est censé jouer qui est dans le top 6, on va dire, qui va jouer une qualif en Ligue des Champions chaque saison, on sait que la première ligue c'est très difficile en termes d'intensité, que un week-end sur deux tu vas rencontrer une grosse équipe. Lui, il a régulièrement qualifié quand même, malgré tout, son équipe en Ligue des Champions. Après, Yacine a raison, hein. Ça n'a pas été, le passage à Tottenham, pour parler du dernier passage de Pochettino, ça n'a pas toujours été flamboyant. Et évidemment qu'il a perdu des matchs et que parfois, même dans le contenu, c'était pas terrible. Maintenant, moi, je pense qu'au PSG, il a sans doute eu une idée en arrivant et je pense que assez rapidement, il a compris qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et que moi, je pense qu'il a pas encore une fois, comme beaucoup d'autres coachs, hein, je pense il avait pas assez de charisme, pas assez de caractère, même si, comme l'a dit Yacine dans le reportage, on le fait passer pour un coach avec du caractère, qui est respecté par ses joueurs, etc. Là, c'était difficile déjà la première saison. Ensuite, tu lui colles Messi. Lui est argentin comme Messi, c'est difficile. Il veut pas non plus être celui qui a mis Messi sur le banc parce qu'il sait qu'en Argentine personne ne lui pardonnera. Il y a beaucoup d'éléments comme ça autour de Pochettino. Après, de toute façon, ça, Yacine, on le saura lorsqu'il partira, un peu comme Tuchel. Tuchel est parti, il a réussi à Chelsea, même si ça a pu se compliquer, notamment avec Lukaku et peut-être une partie du vestiaire. On le saura comme pour Emery, voilà, il avait plutôt bien réussi sa première saison à Arsenal. Après, ça a coulé, mais il a rebondi après avec un autre club espagnol. Ça, on aura les réponses après. Mais en tout cas, ce qu'il fait au PSG, ouais, c'est pour paraphraser Yacine, c'est plus que dégueulasse. Et Yacine, t'as beaucoup de courage de rester aux conférences de presse d'après-match, parce que j'ai lu celle que t'as faite hier. Et voilà. La prochaine fois, tu peux rentrer manger, mon ami. Ça ne sert à rien de rester jusqu'à minuit pour ça, parce que voilà. D'ailleurs, juste pour préciser, on se rapproche donc du titre. Il y a Marseille qui arrive. Et hier, à la conf de presse, on était 6 journalistes. Franchement, d'habitude, en fin de match, on est quand même une vingtaine. Bien sûr. Plus les télés, donc il y a 4-5 caméras derrière. Bon, les caméras sont toujours là, parce qu'il y a l'équipe 21, machin et tout. Mais en journaliste écrit,
Hier, on était 6 ou 7 maximum. Et ils donnent rien. Ils donnent rien, les mecs, ils ont compris. En fait, t'as qu'à reprendre la conférence de PSG.fr et puis c'est tout. Enfin, c'est réglé. Ils viennent même plus, les mecs. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis, Yacine, parce que c'est aussi une donnée à prendre en compte sur le fait du désintérêt même des médias sur les matchs du Paris Saint-Germain, et ce qui illustre un peu aussi ce qu'on dit dans le podcast, et même ce que tu disais, Nico. Et je me tourne vers toi, en plus, tu as levé la main, donc t'as bien levé la main cette fois, tu la gardes. Sur le fait que il est difficile de trouver de l'intérêt au match du PSG jusqu'à la fin de saison, hormis celui contre Marseille, mais ça exprime un peu ça aussi. Nico, je te laisse développer. Pochettino, on lui a donné une Ferrari en début de saison, quand il est arrivé même l'an dernier, et puis il a tout cassé pièce par pièce. Voilà la réalité. Moi, je vous trouve... pas vous spécialement, mais je trouve que les gens sont très indulgents en disant mais Pochettino, on verra quand il va partir à Paris, il va retrouver un club où il va recommencer à briller. Mais le Pochettino de Tottenham, c'est pas non plus un truc de malade, quoi. Alors oui, il y a cette finale de Ligue des Champions en cache-misère avec, comme le dit Yacine, un parcours qui sort de nulle part, et même parce qu'effectivement contre City, ils sont éliminés si Agüero n'est pas hors jeu pour un demi-millimètre. Lucas, effectivement, contre l'Ajax, le but, c'est à la dernière seconde des arrêts de jeu. Sur le but, c'est la fin du match. Donc, ça passe. Et on a fait de Pochettino, et nous les premiers, parce que quand il arrive, on s'est dit, avec les méthodes qu'il a, son exigence, un jeu basé sur le physique, les entraînements, on s'est tous fait avoir. La vérité, c'est qu'en fait, Pochettino, quand on regarde, même avec Tottenham, c'était pas fou. Tottenham, il y a une année, ils doivent être champions. Il y a une année où Tottenham a tout pour être champion. Il trouve le moyen de pas l'être, Pochettino. Donc, on s'est loupé sur lui. Et aujourd'hui, ça m'énerve même qu'on le compare à Tourelle, parce que Tourelle, au PSG, a montré des choses. Moi, la première année de Tourelle m'a convaincu au PSG. Et Tourelle, derrière, ce qu'il fait avec Chelsea, sa première année, enfin, les 6 mois qu'il fait là-bas, quelque part, on l'avait déjà vu faire avec le PSG. Pochettino, encore une fois, il a fait quoi avec le PSG? Il nous a... que quand il va partir, j'espère, dans 2 mois, quand on demandera c'était quoi la patte Pochettino au PSG, on va dire quoi? On ne sait pas. C'est pas. La patte, c'était juste la patte de nous faire chier. Ça, il l'a bien fait. Ça, on a bien compris. Mais sinon, c'est quoi? C'était quoi dans le jeu? C'était quoi dans la gestion des effectifs? Dans le jeu sans ballon? On ne sait pas. On n'a rien compris. Ce mec-là, on n'a rien compris depuis 1 an. Même la première évolution de Pochettino, rappelez-vous, c'était quand même de mettre Verratti en 10, qui a vite été redescendu à un poste qui est le sien de relayeur, où il est le meilleur, ou même sentinelle, où il est le meilleur. On en a souvent parlé dans le podcast. Mais voilà, c'est quand même sa première décision et ça n'a pas duré très très longtemps. Mousse. Oui, juste pour finir sur Pochettino, par contre, il y a peut-être une différence dans sa relation avec les joueurs. J'avais plutôt l'impression qu'il était très soutenu par son vestiaire à Tottenham, qu'il avait une relation peut-être plus fusionnelle avec son vestiaire de Tottenham qu'à Paris. T'as l'impression qu'à Paris, il a jamais réellement, on n'a jamais vu, par exemple, de joueurs après un gros match de Ligue des Champions venir se jeter dans les bras de Pochettino. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu une distance entre lui et son vestiaire, et chose que peut-être on n'avait pas vu à Tottenham. Et même quand il était parti, on avait beaucoup de témoignages de joueurs de Tottenham qui regrettaient le départ de Pochettino et qui avaient encensé non seulement l'homme, mais aussi le coach. Oui, effectivement, tu fais bien de le souligner, Mousse. Bon, je pense qu'on a été plutôt complet sur ce PSG Lorient. 1h20 de podcast pour un PSG Lorient où t'as plus grand chose à jouer, c'est quand même pas mal, les gars. On a toujours un peu de contenu, voilà. On a eu les sifflets, Ramos, Mbappé évidemment. Mais c'est sûr on peut parler de la gastro de Mousse aussi, si vous voulez. Non, mais on peut dire un mot sur 30 secondes sur le sort réservé à nos Parisiens pour la prochaine Coupe du Monde. Le tirage a eu lieu. Après, je sais pas, c'est Hugo le patron. Alors, moi, il me reste 10 minutes, max. Donc, je peux rester encore. Non, mais par contre, franchement, je sais pas si c'est intéressant maintenant, parce que la Coupe du Monde, elle est pas au mois de juin, elle est quand même en novembre. Ouais, par contre, je peux dire un petit mot vite fait, c'est préparez-vous le mois de septembre-octobre avec des joueurs qui vont se préserver pour aller. Ça c'est ma hantise, Yass. Ça, c'est ma grande hantise. Ça va être le festival. Ouais, c'est vrai que, non, mais oui, ça c'est vrai. Parce que je rappelle que Pochettino a dit qu'à Monaco, les joueurs avaient déjà en tête les matchs qualificatifs. Ils avaient une trêve internationale, ils avaient des matchs mais alors au mois de septembre-octobre, avant d'aller à la Coupe du Monde. Je rappelle quand même que les joueurs finissent leur championnat, ils sont en premier match de Coupe du Monde 1 semaine après. Le mois de octobre, il va être magnifique. Je suis en train d'essayer d'imaginer Messi qui se préserve sur un terrain. Qu'est-ce que ça peut donner de pire? Il va s'asseoir en fait. Il va s'asseoir dans le rond central.
Ouais, je vois que ça. Il y en a avec la petite chaise de camping et puis il va s'asseoir avec Neymar, ils vont jouer aux cartes. Ah, il va être, tu sais, quand on était petit, là, tout seul devant, hors jeu, tu vois. Et le retour de la Coupe du Monde avec le Boxing Day, il va être exceptionnel. Ouais, non, mais ça Ah, mais moi, je pense, Yacine, c'est même pire. Hein. Je pense que ça va être dès le début du championnat que les mecs vont se préserver. Ils vont pas attendre octobre, hein, tu vois. C'est ça Ouais, qui j'ai fait dit peur. septembre-octobre, mais parce que t'arrives à 2 mois. Ils sont obligés de faire la préparation quand même, parce que Oui, voilà, oui. Faut qu'il pour fasse- avoir une base. Mais c'est vrai que la saison prochaine s'annonce, mais on aura le temps d'en reparler, je pense. D'ici là, ça s'annonce quand même très très compliqué dans les organismes à gérer les entraînements, le rythme des matchs pour tous les championnats, hein, parce que même en première ligue, etc., ou en France, ça va être Juste un truc qui n'a rien à voir, hein, mais ça, c'est plutôt pour la Coupe du Monde dans sa globalité. Je sens que ça va être un fiasco, cette Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ne serait-ce que pour les supporters, la difficulté de faire le déplacement. Il y a aussi une chose qui est frappante et on n'en a pas beaucoup parlé. C'est vrai que bon, le Qatar, vous savez que c'est un pays musulman et ils ont interdit apparemment l'alcool dans les stades, autour des stades, et je crois que ce sera uniquement disponible dans les fan zones où il y aura des écrans géants. Et je pense que tout ça va poser problème malgré tout. L'alcool n'est pas le problème le plus important, évidemment. C'est surtout le déplacement, le manque de logement pour les supporters. Je pense qu'il y aura aussi des problèmes de sécurité. Je pense que le Qatar n'a pas l'habitude de gérer des hordes de supporters. On sait que, par exemple, souvent dans les Coupes du Monde, on entend beaucoup les supporters anglais à cause de, justement, ils font un peu trop la fête, ils sont un peu bagarreurs. Je vais pas stigmatiser les Anglais parce qu'il y a beaucoup de peuples qui sont comme ça, mais bref, je sais pas, je sens que cette Coupe du Monde, en termes de spectacle et d'expérience de supporters, ça va être un sacré fiasco. On parle d'ores et déjà d'une Coupe du Monde pour riches. Et je sais pas si vous avez lu certains papiers sur le prix. Déjà, les hôtels, il n'y en a quasiment plus. C'est très, très dur de trucs. Et même quand tu trouves, c'est extrêmement cher. Ils ont même mis des paquebots à disposition en louant les chambres des paquebots et c'est 5 000 € la semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et un billet, c'est pas moins de 1 000 balles. Le billet aller-retour ou je sais même pas si d'ailleurs c'est pas l'aller simple. Ça va être extrêmement compliqué pour les supporters. Déjà, tu peux aller là-bas que si tu as un billet de match. Alors que je rappelle que dans toutes les Coupes du Monde, il y a des gens qui vont sur place et après voilà, pour ressentir l'ambiance et tout. Ouais. Voilà, mais au moins ils sont là. Voilà. Ouais, dans les fan zones ou dans les bars, etc. à côté. Quoi. Voilà. Là, en fait, il y a que les gens qui auront des places qui pourront aller au Qatar. Donc, Et si ton équipe est éliminée, Yacine, c'est hallucinant. Hein. C'est-à-dire que tu vas voir ton équipe, si jamais elle est éliminée, tu dois partir le lendemain. Tu ne peux pas rester au pays. Le visa expire en même temps que l'élimination de l'équipe que tu vas suivre. Pour les hôtels, hein, pour nous, ça cause des hôtels, ça. Mais après, moi, j'ai vu, il y a une bonne solution pour ceux, c'est-à-dire qu'il y a un mec à Nantes qui a un jardin et qui peut accueillir dans son jardin des supporters avec des tentes. Il y aura un écran géant et en plus, il vous fera manger tous les soirs. Donc, je vous donnerai son adresse. Merci d'ailleurs, Mousse, c'est sympa. Écoute, avec plaisir. Et pour la finale, on ira dans ton merveilleux parc du château de Versailles, là où tu résides, évidemment. Et les oiseaux. Voilà. Bah, écoutez, je pense que nous, on va rester ici, hein, nous quatre, hein, je pense. Ah, je pense, oui. Parce que vu le prix, ça fait peur. C'est vraiment une Coupe du Monde élitiste où c'est seuls ceux qui ont de l'oseille qui pourront y aller et y participer. Et c'est. Non, mais en plus, Hugo, tu vois, il y aura sans doute ça. Une Coupe du Monde, c'est pour le foot, etc. Enfin, je vais pas dire le foot populaire, mais c'est pour, j'imagine, ça regroupe tous les pays du monde, etc., tous les fans de foot, etc. Et au final, t'as qu'une petite partie de gens qui ont les moyens, et surtout, en plus, dans ces conditions de novembre, décembre, où ça va être aussi compliqué par le temps, etc., la météo, de venir voir les matchs de la Coupe du Monde. Et c'est dommage parce que tu sais, on a souvent dit oui, on a attribué la Coupe du Monde au Qatar pour qu'un pays arabe puisse organiser la Coupe du Monde, mais le Qatar, en termes de foot, c'est absolument rien. T'avais d'autres pays arabes où tu aurais pu largement à l'organiser. Je pense au Maroc, je pense à l'Algérie, à la Tunisie, à l'Égypte, par exemple. C'est des vrais pays de football. Et en termes d'infrastructure, t'as pas besoin de construire des stades. T'as déjà des stades, faut peut-être juste les améliorer. Et surtout en termes d'hôtels. Moi qui suis originaire du Maroc, je peux vous assurer que dans n'importe quelle ville, tous les supporters auraient pu trouver des chambres d'hôtel à tous les prix. Donc voilà, moi je regrette quand même parce qu'on a beaucoup parlé de cette attribution pour d'autres raisons, de corruption, etc. Alors que par exemple, tu vois, pour le Qatar, on parle de corruption, mais pour l'Angleterre, pour les Jeux Olympiques, on parlait de lobbying. Tu vois, c'est toujours dans la sémantique, c'est toujours différent d'un pays à l'autre. Pays arabe, c'est corruption.
pays européens, c'est lobbying. C'est ça. Mais moi, je pense que voilà, s'il fallait pas la publier au Qatar, c'était pour d'autres raisons, et c'est surtout pour les raisons que je viens de citer. Et d'ailleurs, c'est tellement un pays de foot, le Qatar, que ça sera même pas le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Ça sera Sénégal-Pays-Bas et pas le Qatar-Équateur qui a été prévu normalement de base. Normalement, c'est toujours le pays qui décide de changer lors des matchs. Après, pour ceux qui auront quand même la chance d'y aller, il faut aussi reconnaître les points positifs, à mon avis, qui peuvent être sympas. C'est que tu as quand même une super proximité de tous les stades et que tu peux quasiment te faire 3-4 matchs dans la journée, quoi. Ça, c'est sympa pour ceux qui seront sur place. Après, effectivement, les tarifs, moi j'ai un peu regardé avec un copain on avait discuté, on a regardé les tarifs, on a tout de suite renoncé, ne serait-ce qu'en hôtel. Les hôtels, c'est juste impossible de trouver des hôtels bon marché. Tu te retrouves avec des nuits d'hôtel à 400-500 euros la nuit, ça monte vite, quoi. Et puis effectivement, les billets d'avion. Et puis là, effectivement, j'ai vu ça cette semaine, ce côté, votre visa prend fin au lendemain de l'élimination de votre équipe pour laisser justement de la place aux autres. Donc en gros, vous prenez potentiellement, vous allez passer là-bas 10 jours et puis après vous devez rentrer comme un vilain. Donc c'est pas très universel, quoi. Il n'y a pas d'hôtel Formule 1 là-bas. Comment? Non, le moins cher, ça doit être un 4 étoiles, quoi, tu vois. Enfin, l'entrée de gamme, c'est 4 étoiles, tu vois. Ah, bah, après, tu passes au Palace, tu vois. C'est compliqué, tu vois. C'est assez incroyable, ça, dans ces conditions-là. L'expérience du supporter, elle va être horrible et je le vois venir de loin. Ça va être un fiasco. Ouais, ça va pas être terrible. On aura le temps de l'occasion d'en reparler déjà sportivement, etc. Mais c'est vrai que c'est dans tellement loin, Mousse, que bon, ça aurait été cet été, à la limite, on aurait pu en parler déjà, mais avec... Ah non, mais c'est très bien, non, mais tu as raison. T'as bien fait de faire un petit mot dessus. Bon, voilà, pour parler du groupe de la France, quand même, il y aura la Tunisie, il y aura le Pérou ou l'Australie, et il y aura le Danemark que la France a l'habitude de jouer. Je vais pas rappeler l'historique, hein, 98, 2002. Non, c'est ça, oui, 98. Le groupe 2002. 2002, c'était plus un fiasco. Là, dans la Ligue des Nations, ils étaient là aussi, le Danemark, il me semble, dans la Ligue des Nations. Et 2018. Et 2018. 2018. Et du coup, j'ai pas vu le tirage. Moi, Yacine, l'Algérie tombe contre qui, du coup, là? Salaud. Et il est dur. On va parler? Ah, j'aurais pas osé la faire, Yacine. Il me parlait ou pas? Ouais, parce qu'il va mieux, là. Il a récupéré. Coupé. Ah, ça va que c'est un peu passé, mais c'est vrai que c'est. Et Yass, il va supporter le Maroc, il est solidaire. Il va supporter le Maroc. D'abord, il va supporter la France, et après, il va supporter le Maroc. Je supporte le PSG, moi. Ils sont pas à la Coupe du Monde. Ah bah, ils y sont quasiment tous, hein. À part Verratti et Donnarumma. Voilà, à part Verratti et Donnarumma, effectivement, qui eux verront la Coupe du Monde de chez eux, malheureusement, pour l'Italie. Bon, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec moi, Mousse, Yacine et Nico, pour revenir sur cette victoire du Paris Saint-Germain face à Lorient, 5-1. Prochain match contre Clermont, ça sera samedi prochain à 21h à l'extérieur au stade Gaston Gérard. Et puis d'ici là, portez-vous bien et puis on vous donne rendez-vous donc pour le prochain podcast. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo pour un meilleur référencement, pour une meilleure visibilité du podcast, et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Paris United pour ne louper aucun contenu. Voilà, merci à vous trois et puis on se donne rendez-vous pour le podcast. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.